Voici Kon, un vrai gamer avec des compétences de haut niveau. Malheureusement, il parle trop, donc il se fait gifler par les monstres avant de pouvoir utiliser ses capacités. Soudain, il rencontre une fille nommée Flona. Elle vient voir Kon pour lui demander un service. Avec son amour pour les filles, bien sûr, aucun garçon ne refuserait. Puis, il s'assoit pour discuter avec elle et lui fait savoir qu'il est une personne responsable, pas seulement dans les jeux, mais aussi dans la vraie vie. Alors, elle révèle immédiatement que le service qu'elle veut demander est dans la vraie vie. Il est excité et heureux parce qu'il pense qu'après près de 20 ans de célibat, il peut maintenant découvrir ce que c'est que d'avoir une petite amie. Elle espère qu'il peut l'aider parce que s'il le peut, elle est prête à renoncer à quelque chose de très important. Ensuite, il lui demande où elle veut le rencontrer et elle dit qu'ils se verront bientôt. Soudainement, Kon tombe dans un autre monde où un épéiste a pour mission de protéger une princesse en fuite. 2 chars modernes les poursuivent et déploient des soldats pour entourer leur groupe. Le bretteur et ses hommes se lèvent pour protéger la princesse, mais le commandant ennemi a déjà pris soin de tous ses camarades, ne laissant que lui et la princesse. Il sait que le bretteur est le saint de l'épélin et par respect, il le laissera vivre à condition qu'il remette la princesse. Il a refusé et s'est préparé pour un duel en tête-à-tête avec lui. Contre toute attente, Kon et sa chaise tombent directement sur la tête du commandant ennemi. L'un emmène rapidement la princesse, mais elle veut qu'il sauve aussi Kon. Alors il fait demi-tour, lance une corde et le tire avec lui. Kon est alors constamment bombardé de questions sur qui il est, d'où il vient, et ce qu'était la lumière dans laquelle il est apparu. Mais c'est lui qui doit demander où il est. Il entend un nom inconnu et pense qu'il rêve peut-être. Une petite fille s'approche et le frappe pour lui faire comprendre que ce n'est pas un rêve. Il est sur le point de riposter lorsque Layne le menace car c'est la princesse Pyria. Il ne croit pas que la princesse soit cette petite fille violente car la princesse ressemble plus à la fille là-bas. Mais c'est Maria, la servante de la princesse, et ce n'est pas une fille mais un piège. Pour être sûr, Maria lui laisse sentir là-bas, ce qui le fait perdre toute foi en la vie. Il est tombé dans une situation confuse et a rencontré des gens étranges. Pendant ce temps, le gars aux cheveux bleus de tout à l'heure est revenu pour rapporter au commandant l'échec de la mission, car il a été frappé à la tête par un inconnu, mais il raconte cela comme s'il avait été pris par surprise, ce qui explique sa défaite. Donc, le commandant veut voir qui pourrait prendre le gars aux cheveux bleus par surprise. Pendant ce temps, Kon apprend que Layne escorte la princesse à un mariage avec un pays voisin pour former une alliance, et il semble que le groupe qui les attaque soit constitué de rebelles insurgés. Il pense que la princesse est plus âgée que lui, mais la petite fille n'a que 8 ans. Il pense que c'est illégal, mais la princesse dit qu'elle est d'accord. Ils veulent toujours faire quelque chose pour rembourser Kon, alors ils décident de leur demander de lui acheter une paire de chaussures. Le groupe entre ensuite dans une ville et va dans un magasin pour acheter des chaussures pour Kon. Comme tout le monde choisit des paires ridicules pour lui, il choisit courageusement la paire la plus chère du magasin et la paire qu'il obtient a l'air assez robuste. Soudainement, l'un sent que quelqu'un les suit et fait signe à Kon de se préparer à courir. Le groupe court ensuite dans une ruelle, étant une embuscade aux 2 suiveurs. L'ennemi arrive alors en force, obligeant Layne et Maria à se lever et à les affronter, tandis que Kon reste en arrière pour surveiller la princesse. Le groupe suit alors Lan jusqu'aux égouts souterrains et trouve leur chemin jusqu'à la périphérie de la ville. Cependant, cet endroit est étrange car il n'y a pas de garde. Kon ne veut pas perdre de temps, alors il sort vérifier et appelle le groupe à le suivre. Cependant, dès qu'ils sortent, le commandant ennemi apparaît. Il s'agit d'Eric et il est plus fort que le type que Kon a abattu plus tôt. Maria et Layne se lèvent pour lui faire face, il gère Layne avec assurance et active son épée pour le renverser lui et Maria d'un seul coup. Kon est également frappé par son épée. Il est déçu car il pensait que Kon serait un peu plus fort. Il s'approche alors de la princesse, mais Kon continue de se lever sans abandonner. Admirant sa persévérance, Eric décide d'utiliser un mouvement plus fort. Mais alors qu'il se prépare à faire son mouvement, Khan s'approche et le frappe directement dans l'entrejambe, le faisant s'évanouir et permettant au groupe de partir. Layne est surpris d'avoir pu vaincre quelqu'un d'aussi coriace qu'Eric, mais Khan trouve cela normal. Il vole aussi l'épée élégante d'Eric pour s'en servir plus tard. La princesse Peria décide de nommer Khan comme son chevalier à partir de maintenant, et il n'a pas le droit de refuser car Layne est prêt à l'expulser s'il désobéit. Mais il est déterminé à refuser à tout prix car il ne veut pas être le serviteur de cette petite fille. Quelques jours plus tard, Eric se réveille et se souvient avoir été frappé dans l'aine par Khan. Le médecin vient ensuite annoncer la mauvaise nouvelle qu'ils ont dû retirer un des testicules d'Eric. Entendre qu'il ne lui reste plus qu'un bijou rend Eric très amer et il jure de se venger de Khan.
Pendant ce temps, Khan se plaint toujours de ne pas vouloir être le serviteur de cette petite princesse, même si c'est un ordre officiel. Il pense que sa tâche maintenant est de trouver un moyen de retourner dans son ancien monde. Mais Lane lui fait remarquer qu'il n'a encore aucune piste à ce sujet, alors il pourrait tout aussi bien accompagner leur groupe. Cependant, la princesse veut qu'il la serve et elle lui fournira nourriture et vêtements. Il refuse toujours parce qu'il a son propre respect. Personne n'empêche Khan de partir parce que Lane veut toujours qu'il continue vers la capitale et évite les rebelles par tous les moyens possibles. Eric est maintenant revenu dans les rangs et tout le monde pense qu'il a perdu parce qu'il a été joué de manière déloyale. Mais plus il écoute ses subordonnés parler, plus il devient pâle. Ensuite, il s'éloigne, penché sur le côté, ce qui paraît très drôle. Retour à Khan. Il est assis en train d'écouter de la musique quand soudain Maria vient le trouver. Il est difficile de dire s'il faut appeler Maria il ou elle. Maria veut spécifiquement que Khan l'accompagne pendant un certain temps. Maria demande si Khan se sent mal à l'aise d'aller avec eux, et il dit qu'il ne déteste pas vraiment ça. Il n'aime juste pas être considéré comme un serviteur. Maria le conduit ensuite aux pigeons voyageurs, mais ici ils sont énormes. Maria veut demander plus d'aide pour faciliter l'accès à la capitale. Entre-temps, Eric est allé rencontrer ses supérieurs et il sait qu'il doit rapidement capturer la princesse et aussi récupérer l'épée de Khan. Mais il est confiant que Khan ne saura pas comment l'utiliser. Khan et Lane ont ensuite commencé à rechercher comment utiliser l'épée. Ils remarquent que l'épée a une gâchette et en dessous se trouve une boule. C'est utilisé pour absorber et transmettre l'énergie. Il a essayé de tirer la gâchette et de balancer l'épée, mais ce n'est pas différent de quand il balance normalement une épée. Mais Khan sait que cette pierre est très précieuse, alors il veut l'enlever de l'épée et la vendre. Soudain, la princesse vient le trouver et lui demande de la suivre un moment. Il monte dans une tour de guet et la princesse lui montre que ce paysage paisible est ce qu'elle protège. Si elle ne peut pas participer au mariage, il y a un grand risque que la guerre éclate. C'est pourquoi elle est prête à sacrifier son hymne H pour protéger ce monde entier. Elle veut donc que Khan continue à l'aider à la protéger, mais le problème est qu'il n'a pas de pouvoirs spéciaux. Les 2 fois où il l'a sauvée, ce n'était que de la chance. Soudain, à cet instant, Eric amène un char entier pour attaquer la ville et forcer Khan à se montrer. Le gars aux cheveux bleus est maintenant avec quelqu'un d'autre, cherchant Khan dans les petites ruelles. Khan s'est maintenant allié avec Lane, et ils savent que s'ils fuient maintenant, cette ville sera en danger. Soudain, le groupe a une bombe qui tombe juste à leurs pieds, alors ils doivent s'enfuir et se retrouvent malheureusement juste en face d'Eric. Il vise le canon sur Khan, mais tire à côté et touche son subordonné sur le toit. Il sait qu'il a raté parce qu'il est déséquilibré. Il tire une deuxième fois et rate encore, alors Lane décide de dégager le chemin pour que Khan puisse entrer et se battre. Il croit que Khan pourra d'une manière ou d'une autre utiliser l'épée. Il se prépare ensuite, esquive les balles et tranche l'une des roues du char. Khan a activé l'épée d'une manière miraculeuse, puis charge en avant, mais l'épée se transforme soudainement en massue de pierre, ce qui lui fait perdre l'équilibre et tomber. Il la ramasse à nouveau et charge en avant, balançant la massue pour détruire le tank d'Eric. Eric n'est toujours pas vaincu et sort pour se battre contre lui encore une fois. Khan réalise que la façon dont il marche est la conséquence de son coup de pied la dernière fois, alors il reste immobile et le laisse perdre l'équilibre et manquer. Khan décide de guérir son problème d'équilibre en frappant son autre côté, le faisant souffrir et s'évanouir sur place. Les subordonnés d'Eric décident une fois de plus de battre en retraite et promettent à Khan qu'ils se reverront. Après cela, le groupe Khan est également parti et il a décidé d'aider le groupe de la princesse. Mais en retour, il devait trouver un moyen d'aider He à retourner dans son ancien monde. Elle a accepté et lui a dit qu'il devait aller à la capitale avec elle, qui n'était pas loin de l'endroit où se trouvait le groupe Khan. Une fille avait observé et suivi le groupe, elle a envoyé son écureuil volant ou souris volante pour s'approcher de Khan. Khan se demanda alors s'il pouvait revenir lorsqu'il atteignit la capitale, mais c'était une question de chance. Cependant, cet endroit aurait sûrement des indices. Le groupe rencontra alors l'écureuil volant et Lane et Maria le trouvèrent mignon et voulurent le garder comme animal de compagnie. Mais Khan refusa fermement et argumenta qu'il ne devrait pas perturber l'ordre naturel ainsi. Les animaux sauvages devraient être laissés dans leur environnement naturel pour survivre et devenir plus forts à l'état sauvage. Il a trouvé plusieurs raisons de les empêcher de l'adopter, puis les a chassés.
Cette nuit-là, pendant que Khan dormait, la créature s'est trouvée dans sa chambre. Le matin, il a été surpris et a crié quand il a découvert que le souris écureuil était venu vers lui. Bien qu'il ait essayé de crier et de le chasser, Maria a tendu la main pour l'accueillir et a décidé de le garder à tout prix, que Khan soit d'accord ou non. Il imaginait continuellement les pires scénarios de garder cette créature, mais Maria a toujours refusé. Lane a ensuite raconté une légende sur un héros. L'histoire de la célébrité de cette personne contrastait avec l'absurdité qu'elle semblait avoir pour Khan lorsqu'il a entendu que le héros aimait les chats. En résumé, Lane a également accepté de garder la souris écureuil. Avec 2 contre 1, la princesse s'est également rangée du côté des 2 autres. Khan était absolument en désaccord et a juré de ne pas cohabiter avec cet animal. Il est ensuite sorti acheter du matériel de chasse parce qu'il ne croyait pas qu'un joueur de haut niveau dans la catégorie chasseur comme il l'était ne pouvait pas chasser un petit animal. Lane a demandé ce qu'il comptait faire, et il a juste dit qu'il allait chasser un peu. Il a ensuite porté Annette dans la pièce pour trouver la souris écureuil, mais a été confronté à Maria qui lui pointait une arme, demandant ce qu'il comptait faire. Il est ensuite allé préparer du poison pour tromper la souris écureuil, mais la princesse l'a surpris et voulait qu'il le goûte si ce n'était pas nocif. La princesse a ensuite dû rassembler le groupe et demander pourquoi Khan détestait tant cet écureuil. Il a donc dû avouer qu'il était allergique aux animaux de compagnie, mais tout le monde a vu qu'il n'était pas affecté quand il était près de la souris écureuil. Tout le monde voulait alors qu'il cesse de faire des excuses et dise la vérité, donc il a dû raconter son histoire. Quand il était Luigi, un jour de pluie, il a trouvé 2 chats abandonnés dans la rue. Il a eu la gentillesse de les ramener chez lui et de les élever. Cependant, tout le monde se demandait quelle tragédie s'était produite à ce moment-là. Était-il tombé malade et mort? Ou sa famille s'était-elle opposée et ne lui avait-elle pas permis de les garder? Non, il les détestait parce qu'il les avait élevés si longtemps, mais n'avait jamais reçu d'affection de leur part. Tout le monde pensait que cela pourrait être une occasion pour lui de changer de perspective. Il n'était pas sûr de pouvoir vraiment changer, mais il a quand même accepté d'écouter les 3 autres et a tendu la main pour faire la paix avec l'écureuil. Mais il l'a immédiatement mordu à la main, ce qui l'a rendu très en colère, et il a saisi une massue pour se battre avec elle. Il voulait qu'elle disparaisse si elle perdait, et s'il perdait, elle devait quand même disparaître. Lane et Maria voulaient qu'il ne soit pas si mesquin et qu'il fixe des conditions appropriées. Il a donc accepté de la laisser rester si elle gagnait. Il a ensuite balancé son marteau sans arrêt et détruit le sol. Tout le monde voulait qu'il ne soit pas trop brutal, mais il n'a pas écouté. Il a été griffé une fois par l'écureuil qui s'est jeté sur lui. Il a continué à attaquer, mais n'a pas réussi à toucher une seule fois. Juste au moment où il l'avait coincé, il l'a raté à nouveau parce qu'il a sauté et lui a donné un coup de pied au visage, le rendant inconscient. Il a alors perdu et a dû accepter de le laisser suivre le groupe. Il a cependant juré de le tuer s'il en avait l'occasion. Le voyage par la suite n'a pas été très fluide car la souris écureuil et corne se disputaient constamment. Tout le monde pensait maintenant à une chose, il fallait nommer cette souris écureuil. Tout le monde proposait des noms idiots, alors Corne a soutenu que le nom devait être choisi avec soin et correctement, et surtout, il devait comporter 4 syllabes. Si personne ne pouvait trouver un nom approprié, il l'appellerait animal de compagnie. Personne ne s'y est vraiment opposé et ils ont poursuivi leur voyage. Pendant qu'Eric ramenait la personne aux cheveux bleus à son manoir, il a retrouvé sa fiancée là-bas et elle était très désolée d'apprendre qu'Eric avait été calomnié sur le champ de bataille. Si elle savait que son fiancé venait de perdre 2 autres pierres précieuses, qui sait combien plus elle serait désolée. Quand Eric est entré dans la maison, sa fiancée, ayant entendu qu'Eric était blessé, a voulu appliquer des médicaments sur ses blessures. Il avait peur que s'il révélait maintenant qu'il avait perdu la chose la plus précieuse, il perdrait sa fiancée pour toujours. Alors il a décidé de le cacher à tout prix. Cependant, son refus l'a rendu un peu triste. Plus tard, alors qu'Eric s'apprêtait à partir avec la personne aux cheveux bleus, le majordome a remarqué que la fiancée d'Eric semblait triste pour une raison quelconque. Ne voulant pas laisser sa fiancée seule, Eric l'a invité à le rejoindre dans la calèche pour faire du tourisme. Assis dans le wagon, Eric pensait constamment à ce qui se passerait s'il disait la vérité à sa fiancée. Elle serait sûrement déçue et l'abandonnerait. En campant au bord du lac, sa fiancée a demandé à Eric combien d'enfants il voulait à l'avenir, mais entendre cela a rendu le cœur d'Eric encore plus douloureux car il se demandait s'il pouvait même avoir des enfants dans son état actuel. Eric ne voulait pas en parler, mais sa fiancée pensait qu'Eric voulait dire que les enfants étaient un cadeau du ciel et qu'ils ne pouvaient pas décider par eux-mêmes. Eric, ressentant une douleur au cœur, est parti un instant pour demander au ciel comment il devait répondre à sa fiancée. Remarquant le comportement étrange d'Eric, sa fiancée a demandé à la personne aux cheveux bleus où Eric avait été blessé, mais la personne aux cheveux bleus ne le savait pas non plus. La personne aux cheveux bleus lui a également dit le nom de la personne qui avait causé la situation d'Eric et pourquoi Eric avait été vaincu.
Ce soir-là, en rentrant, Eric a rencontré deux connaissances, Limpus et Ella. En entendant parler de la blessure d'Eric, Ella lui a donné une boîte de médicaments traditionnels qui devait seulement être pris par voie orale. Eric l'a accepté avec joie, ce qui a rendu sa fiancée encore plus triste. La personne aux cheveux bleus a demandé au majordome des informations sur ces deux personnes et a appris qu'elles étaient des parents éloignés d'Eric. Limpus a ensuite dit au majordome de préparer un festin pour le dîner de ce soir-là. Mais le but ultime de Limpus et Ella était plus sinistre. En fait, le médicament donné à Eric plus tôt était un stimulant, et Ella aurait pour mission de séduire Eric pour devenir sa femme et prendre le contrôle de la réputation de la famille, tandis que Limpus profiterait de cette situation pour s'approcher de sa fiancée et l'épouser. Plus tard, Ella a apporté le médicament à Eric et l'a attiré pour qu'il s'allonge sur le lit. Elle ne portait alors que ses sous-vêtements et a commencé à s'enrouler autour d'Eric, mais Eric l'a repoussé. Cependant, Limpus s'est précipité et a commencé à faire des histoires à ce sujet. La fiancée d'Eric s'est enfuie de tristesse, tandis que Limpus ne croyait aucune des excuses d'Eric, disant que seulement si cette partie était faible, elle ne serait pas affectée par le médicament. En entendant cela, Eric ressentit une douleur dans son cœur et décida de défier Limpus pour prouver son innocence. Limpus accepta le défi et convint de rencontrer Eric dans la forêt le lendemain. Limpus s'y attendait, alors en partant, il a dit à sa sœur que la raison pour laquelle il était confiant de défier Eric était parce qu'Eric valorisait l'honneur, alors que lui non. La personne aux cheveux bleus a entendu cela et l'a rapporté à Eric. Eric avait également suspecté cela, mais devait tout de même se battre pour trouver un moyen de s'excuser auprès de sa fiancée. Le lendemain matin, Eric et la personne aux cheveux bleus rencontrèrent Limpus et sa sœur dans la forêt. La personne aux cheveux bleus blâma cette situation sur le piège de Limpus, mais puisqu'il l'a admis de toute façon, Eric devait accepter l'accord et se battre. Ensuite, Eric voulait se battre contre Limpus, mais Limpus a appelé un homme musclé pour se battre à sa place. Non seulement cela, mais l'homme musclé a aussi appelé plus de complices et ainsi de suite jusqu'à ce qu'Eric doive se battre contre cet homme. Cependant, Eric n'a pas été intimidé et a foncé, mettant chacun à terre d'un seul coup. Mais Limpus a ensuite invoqué un poulet démoniaque pour combattre Eric. Eric perdait progressivement de la force et ne pouvait plus tenir très longtemps, mais sa fiancée et le majordome sont arrivés pour l'encourager. Revigoré, Eric a continué à se battre, mais soudain le poulet s'est dirigé vers sa fiancée, ce qui a poussé Eric à éveiller une sorte de pouvoir pour se précipiter, intercepter et abattre le poulet. Eric a ensuite approché Limpus pour lui demander s'il admettait la défaite, et Limpus a concédé. Mais alors qu'Eric se retournait, Limpus lui a donné un coup de pied dans l'aine. Cependant, une personne qui avait tout perdu ne ressentait plus la douleur comme autrefois. Eric a vaincu Limpus et s'est approché de sa fiancée. Le majordome se demandait pourquoi Eric ne ressentait pas la douleur lorsqu'il était frappé à un endroit vital, ce à quoi Eric a affirmé qu'il s'était entraîné pour cela. La personne aux cheveux bleus a dû admettre et a qualifié Eric d'homme d'acier. Le lendemain, Eric et la personne aux cheveux bleus sont partis pour retourner à leur mission. Eric accepta maintenant avec joie le médicament de sa fiancée pour qu'elle se sente mieux et promit de revenir un jour. Eric et la personne aux cheveux bleus se dirigèrent ensuite vers une source chaude pour purifier leur corps. Le conseil des rebelles apprend maintenant que la princesse est protégée par un guerrier puissant. Ce guerrier est très mystérieux et sait utiliser des armes énergétiques. Ils n'ont aucune information sur cette personne, alors ils décident d'envoyer quelqu'un pour régler la situation discrètement afin d'éviter qu'Eric le découvre. Ils craignent que l'honneur d'Eric soit terni s'il parle. Ils sont ensuite allés à la prison et ont libéré un cannibale pour traquer le groupe de Cannes. De retour au groupe de Cannes, il sait maintenant que le plan de la princesse est de prendre il l'a à la capitale et trouve un moyen de l'aider à s'envoler vers la ville céleste, car cet endroit pourrait savoir quelque chose sur sa chute du ciel. À partir de maintenant jusqu'à ce moment-là, fait son travail de garde du corps pour elle. Le cannibale a repéré le groupe et les suit. Ils arrivent plus tard à une auberge et y séjournent aujourd'hui. Cannes a demandé à Lane combien de temps il leur restait à voyager et il a dit 2 mois s'il n'y a pas de contretemps. Cannes se plaint parce que c'est trop long, mais il veut qu'elle se concentre sur la protection de la princesse, car elle a beaucoup confiance en elle. Soudain, Maria arrive en courant pour annoncer que la princesse a atteint ce moment. Cannes ne comprend pas, mais est entraîné pour voir. Tout le monde vient regarder, mais il voit la princesse qui a l'air complètement normale. Lane a dû le tirer dehors pour l'empêcher de mettre en colère la princesse. Il se demande pourquoi la princesse a l'air complètement normale. Puis Lane demande s'il a remarqué la touffe de cheveux sur la tête de la princesse. Il a remarqué, mais avant qu'il puisse t'expliquer en détail, la princesse s'est plainte de faim et tous les deux ont rapidement couru à la cuisine pour trouver à manger.
Bien que Maria ait sorti toute la nourriture de la cuisine, ce n'était toujours pas suffisant. Maria a alors dit au chef qu'il louerait tout l'endroit pour la journée et que l'auberge ne devait plus accepter d'invités. Maria a également demandé à Lane et Can d'aller acheter plus de nourriture. Dès qu'ils ont quitté l'auberge, le cannibale s'est approché. Lane et Can ont maintenant acheté de la nourriture et sont revenus. Lane explique que la princesse est dans sa période hyperactive, et bien qu'il ne l'ait jamais vue pendant cette période, il a entendu dire par d'autres que c'est terrifiant. Ils doivent éviter de la contrarier car une fois que la troisième mèche de cheveux se dresse sur sa tête, tout sera fini. Quand ils reviennent, Maria a cuisiné beaucoup et leur demande de l'apporter à la princesse. Dès qu'ils l'apportent, elle exige quelque chose de plus gros. Can pose une assiette de nourriture et elle disparaît instantanément, donc il doit retourner à la cuisine. Les mains de Maria sont engourdies, mais elle doit continuer à cuisiner. Can continue d'apporter de la nourriture et elle continue de disparaître, ce qui le fait commencer à râler. La deuxième touffe de cheveux se dresse et Lane commence à s'inquiéter. La princesse le force maintenant à dire « miaou » après chaque phrase. Bien que Lane sache que cela le fera ressembler à un clown, il ne veut pas risquer sa vie, alors il fait de son mieux pour miauler. Elle fait ensuite agir l'animal de compagnie comme un oiseau, donc il commence à gazouiller et à essayer de voler. Maria a tellement cuisiné qu'elle devient folle, mais Can pense maintenant que la princesse est simplement en train de grandir et de manger un peu plus, donc ils n'ont pas besoin de trop la gâter. Il décide de gérer cela lui-même. Il va dans la chambre de la princesse et lui dit qu'il comprend sa situation actuelle, mais qu'elle ne devrait pas déranger les autres. Elle doit aider les deux autres, et la première chose à faire est de l'aider à descendre ses plats à la cuisine. Maria et Lane sont choqués car la princesse aide en fait Can. Après son retour dans sa chambre, les deux autres conseillent à Can de ne plus faire de telles choses imprudentes s'il ne veut pas mourir. Il veut ensuite qu'ils aillent tous les deux se reposer et ne pas s'inquiéter. Les lumières sont éteintes et le cannibale agit enfin. Il se faufile et découvre quelqu'un dans la cuisine. Il va vérifier et voit que Maria est encore en train de cuisiner là-bas. Il se précipite pour la poignarder, mais Maria lui jette une louche de soupe, faisant tomber la brochette de viande sur son visage. La farine tombe alors sur sa tête et Maria, en colère, va le frapper et lui ordonne de partir immédiatement s'il tient à sa vie. Il s'enfuit effrayé et décide alors de changer de cible. Il a attiré l'attention de Lane et il s'est approché en colère, exigeant qu'il parte immédiatement s'il ne voulait pas mourir. Mais il pensait que cet avertissement n'était qu'une menace, alors il s'est enfui et a atteint la chambre de la princesse. Il savait que la princesse était au lit, alors il s'est approché dans l'intention de l'assassiner. Mais la troisième touffe de cheveux s'est levée et le cauchemar a vraiment commencé. Can allait aux toilettes quand soudain ce type s'est précipité et s'est accroché à lui. Il a supplié Can de l'aider, alors Can a pensé qu'il avait été engagé par ces deux-là pour lui faire peur à propos de l'affaire de la princesse. Can l'a ensuite suivi jusqu'à la chambre de la princesse pour la trouver, mais il ne l'a pas vue dans son lit. Il est allé à la fenêtre pour vérifier et a vu que le gars avait été terrifié jusqu'à l'inconscience par la princesse. Asuka a ensuite joué avec Can et s'est jetée sur lui. Can a vu les 3 touffes de cheveux et a compris ce qui s'était passé, alors il a sauté par la fenêtre pour s'échapper. Le plan d'assassinat avait échoué et plus personne n'a jamais revu cet assassin après cela. Quelques jours plus tard, le groupe est arrivé dans une ville de sources chaudes. C'était la plus grande zone de sources chaudes de tout le continent. Can n'a pas semblé aimer cet endroit beaucoup car il est venu ici avec des enfants et des hommes, mais pas de femmes. Il a demandé à Lane des services pour hommes et Lane a indiqué la zone de l'autre côté. Lane les a ensuite conduits à l'hôtel où il séjourne habituellement lorsqu'il vient ici. Le personnel a guidé tout le groupe vers leur chambre. Can se demandait si Maria se baignerait dans la section hommes ou femmes, mais Lane l'a informé que Maria et la princesse avaient déjà des baignoires dans leur chambre, tandis que lui et Can seraient dans cette petite chambre et utiliseraient le bain extérieur. Can a sauté avec enthousiasme, mais Lane voulait qu'il reste tranquille et profite du moment. Il était nostalgique car il était déjà allé dans une source chaude avec sa famille une fois auparavant. Alors qu'il était assis à écouter Lane parler, soudain sa chose s'est levée. Inquiet que Lane le remarque, il a demandé à partir tôt. Il était préoccupé par le fait que sa sexualité changeait, alors il devait trouver un moyen de la réparer de toute urgence. Mais il se souvenait que Lane disait que cette source chaude aide aussi à réveiller Ma. Soudainement, il vit Eric passer, alors il se cacha dans un coin. Il ne pouvait pas croire que le gars qu'il détestait le plus était là, et comme il avait utilisé des coups bas contre lui 2 fois auparavant et lui avait fait perdre 2 pierres précieuses, il avait le sentiment qu'il ne pourrait pas le tromper à nouveau cette fois. Il est ensuite retourné dans la chambre de la princesse et a demandé à se cacher là temporairement, mais les deux à l'intérieur s'amusaient trop pour entendre quoi que ce soit. Il a donc dû chercher Lane à nouveau, mais il avait quitté le bain et Can était sûr qu'il était allé dans la zone de divertissement plus tôt. Il a ensuite vu Eric entrer, alors il a dû se cacher.
Dès qu'Eric est entré, Khan a remarqué qu'il essayait de supplier les dieux d'accorder un miracle pour que son petit frère redevienne normal. Cela semblait pitoyable, mais tant pis. Khan s'est ensuite précipité à la réception et leur a demandé de dire à la princesse et à Maria de rester dans leur chambre à tout prix. Il s'est ensuite rendu dans la zone de divertissement pour adultes pour trouver Lane, mais c'était tellement grand maintenant qu'il ne savait pas où chercher. Soudain, il a vu des filles habillées en lapin et a réalisé que Lane aime vraiment les animaux, alors il a trouvé un magasin dans lequel il était sûr que Lane était. Il a demandé à un passant et a appris qu'à l'intérieur, les clients boivent en jouant avec des chats, alors il est entré et a effectivement trouvé Lane là. Il a dit à Lane ce qui s'était passé et qu'il voulait juste éviter Eric, pas se battre avec lui. Soudain, Eric est passé à nouveau, obligeant Lane à le cacher. Khan remarqua alors que sa petite chose s'était calmée, alors il réalisa qu'elle s'était levée parce qu'Eric était là. Son corps se mit alors soudainement à briller, ce qui fit que tout le monde le remarqua à leur retour. Lorsqu'ils revinrent à l'hôtel, Lane se demanda pourquoi il brillait, mais Khan ne savait pas non plus. Il voulait juste dormir d'abord et comprendre plus tard, mais son corps était trop lumineux pour que Lane puisse dormir. Khan voulait que Lane l'ignore, mais il a demandé à Khan ce qui se passerait s'il brillait comme ça pour toujours. Khan s'inquiétait de ne pas pouvoir trouver un emploi, de ne pas pouvoir donner son sang pour aider les gens, et pire que tout, de ne pas avoir de petit ami. Se sentant découragé, il est allé prendre un bain pendant un moment. Dès qu'il s'est assis dans la baignoire, il a vu son corps arrêter de briller, mais soudainement Eric était là aussi. Tous les deux ont commencé à causer des problèmes, et ont exigé de se battre parce qu'Eric voyait que son corps brillait à nouveau, et que son pénis était en érection, comme pour le narguer. Il voulait alors une trêve temporaire, car il ne voulait pas détruire cet endroit et se battre nu. Il pensait que s'il se battait ici, le propriétaire de cet endroit aurait une mauvaise réputation, et il serait découvert comme des perdants tout en étant nu, donc il voulait s'habiller avant de se battre. Mais juste au moment où il s'est habillé, il a remarqué qu'Eric était vulnérable. Alors il a attrapé un balai et l'a frappé fort sur la tête, puis s'est enfui avec tout le groupe. Après leur départ, Khan a été obligé de s'envelopper de bandages pour dissimuler son identité. Il sentait que cela le rendait plus visible et qu'il ne ressemblait à rien d'autre qu'à un assassin. Ils sont ensuite arrivés dans une nouvelle ville et pendant que tout le monde mangeait, Khan devait rester assis et regarder car tout le monde avait peur qu'il soit démasqué s'il ouvrait la bouche pour manger. Donc il devait se cacher quelque part avant de pouvoir manger. Quand il a exprimé sa demande, tout le monde l'a ignoré, alors il a commencé à enlever les bandages pour manger mais a été arrêté. Il a ensuite été emmené par le groupe, mais les villageois les ont bloqués car ils voulaient voir ce qui n'allait pas avec le corps de Khan. Tout le monde disait qu'il était gravement brûlé, mais ils ont bloqué l'entrée et ont retiré ses bandages. Il a ensuite révélé qu'il brillait, alors ils se sont inclinés et l'ont appelé un dieu. Le chef du village est venu et a dit qu'il y avait autrefois une prophétie selon laquelle un dieu descendrait sur terre et que son corps brillerait. Alors ils l'ont considéré comme ce dieu. Il a avoué qu'il était une personne tombée du ciel et a été chaleureusement accueilli par les villageois. Il a ensuite été abondamment nourri et a pensé que si les villageois disaient la vérité, il pourrait ne pas les laisser partir, alors il valait mieux faire semblant. Nous savons maintenant que son corps brillant était dû à un excès de pouvoir magique dans son corps débordant et rayonnant vers l'extérieur, créant ce phénomène. Ensuite, le chef du village est venu et a rassemblé tous les villageois, disant qu'il voulait voir ces miracles. Il s'est illuminé et un essaim de papillons s'est soudain envolé autour de lui. Tout le monde l'a vu comme un vrai dieu et lui a demandé de ramener la source d'eau du village. Il a dit à Lane de lui donner l'épée, puis l'a transformée en marteau et a frappé le puits du village. La source d'eau souterraine en dessous a jailli et a aidé les villageois à sortir de leur misère. La princesse pensait qu'il avait juste de la chance et ne voulait pas qu'il aille trop loin avec cela où les conséquences seraient imprévisibles. Lane a prévu de partir tôt tant qu'il le pouvait encore, mais le chef du village lui a demandé ce qui s'était passé au début du monde. Il a commencé à dire des bêtises, alors le groupe de la princesse a dû expliquer aux villageois à sa place. Ils ont donné aux villageois les réponses qu'ils voulaient entendre et ont fini par devoir rester un jour de plus. Le lendemain, les villageois sont revenus demander à Dieu Khan des connaissances sur le monde, où il a commencé et si le monde viendrait à la connaissance. Il a encore raconté un tas d'absurdités et la princesse a dû corriger cela. Certaines personnes se sont levées pour discuter, mais ont été ordonnées par Khan de se prosterner, disant que des humains insensés osent discuter avec un dieu. Dans les jours qui suivirent, Khan reçut un grand sanctuaire de la part des villageois, d'innombrables trésors et fut entouré de nombreuses belles servantes. Il voulait en profiter davantage, mais le groupe de la princesse pensait qu'il devrait partir maintenant s'il ne voulait pas être découvert. Il pensait qu'il ne pouvait pas être découvert parce qu'il brillait encore, donc les gens croiraient tout ce qu'il disait. Mais les villageois avaient commencé à se révolter et exigeaient de voir Khan chaque jour.
Il a dû se montrer pour les calmer un moment, puis il est rentré pour commencer à s'envelopper pour s'échapper. Il a alors été découvert par le chef du village. Il a dit qu'il devait aller prêcher ailleurs. Mais le chef du village avait besoin qu'il continue d'enseigner aux gens désorganisés en bas, sinon il partirait en guerre avec d'autres cultes pour renforcer la foi de Khan. Il a demandé d'arrêter cela et a décidé de sortir et d'appeler les gens à étendre leur foi en construisant une tour sur cette montagne. Cela lui permettrait au moins de gagner du temps et d'utiliser leur travail pour quelque chose. Lane a décidé de concevoir la tour pour les villageois parce qu'il était le major de promotion de l'école de conception d'ingénierie dans l'armée. Quelques jours plus tard, la tour était terminée et Khan se tenait rayonnant devant les gens. Mais Lane voulait qu'il rayonne davantage. Il a exercé plus de puissance et a fait monter le ballon à air chaud que Lane avait secrètement fabriqué. Khan a utilisé l'excuse qu'il retournerait au ciel pour tromper les gens. Voyant cela, le chef du village a rassuré les gens que Khan retournerait au ciel et leur tâche était de continuer à répandre la foi de Khan à travers le monde. Khan est alors parti avec tout le groupe et son corps a soudainement cessé de briller, ce qui a provoqué la panique du groupe car sans sa lueur, ils ont également perdu l'énergie de voler. Le ballon a failli tomber, forçant tout le monde à dire à Khan de faire un effort pour briller, mais il a abandonné car il ne pouvait plus produire d'énergie. Quelques jours plus tard, nous rencontrons à nouveau Eric. Eric était debout dans la brise quand il a rencontré de manière inattendue la fille qui suivait le groupe de Khan depuis le début. Eric connaissait cette fille, elle venait de la ville du ciel et s'appelait Alma. Un homme aux cheveux bleus s'est soudain présenté pour annoncer qu'Eric pourrait bientôt retourner à l'armée. Blond pensait pouvoir rester près de lui en tant que conseiller, mais tout le monde s'y est opposé, car chacun se voyait comme le plus proche confident d'Eric. Cette nuit-là, Pet a fait le tour de l'auberge et a vu tout le monde profondément endormi, alors il a décidé de sortir pour faire son rapport. À ce moment-là, les 4 confidents d'Eric étaient en train de boire. Pendant qu'ils buvaient, Roux et Noirot ont trouvé des raisons de se critiquer l'un l'autre, et ils allaient se battre lorsque Blond leur a dit de ne pas mal se comporter et de ne pas apporter de honte à Eric. Les 4 ont alors décidé d'énoncer les raisons pour lesquelles ils se considéraient les plus dignes de servir Eric. Le Noir s'est levé pour parler en premier, disant que pendant la période de repos d'Eric, il était allé s'entraîner dans les montagnes et avait suivi de nombreuses séances d'entraînement intenses pour dépasser ses limites. Mais tout le monde pensait que Blackhair avait dressé ces choses à cause de sa nature masochiste. Plus important encore, Blackhair venait d'inventer une technique de meurtre, et son nom était si ridiculement long que personne ne pouvait l'entendre. Pendant ce temps, Eric avait suivi Alma pour rencontrer un forgeron. Ce forgeron avait réalisé une commande selon la demande d'Alma, qui était de créer une épée pour Eric, et cette épée pouvait être appelée une épée sacrée. De retour à la fête, Redhair a révélé qu'il venait de forger une volonté inébranlable. Spécifiquement lors d'une mission, ou plus précisément une nuit de fête, Cheveux Rouge a affirmé que lui et 2 camarades étaient entrés dans l'antre de l'ennemi, qui était en fait une taverne. Cheveux Rouge pensait que l'ennemi avait presque découvert son plan, les mettant, lui et ses camarades, dans une situation difficile, spécifiquement que les filles continuaient à éviter de se faire tripoter par les 3 hommes MG. Finalement, Rouquin a affirmé que ses camarades étaient tombés et qu'il était déterminé à ne pas pouvoir s'échapper. La situation était que les 2 autres s'étaient évanouis ivres pendant que Rouquin n'avait pas assez d'argent pour payer, donc Rouquin avait passé la nuit avec le propriétaire de la taverne pour échapper à la situation difficile. En entendant cela, Blond savait que Roux faisait référence à la nuit au bar parce que Blond connaissait aussi cet incident. Cela doit être à cause de cette nature volage que la femme de Roux l'a quitté. De retour à Eric, Alma avait placé une gemme dans l'épée et y avait transmis de l'énergie tout en avertissant Eric de ne pas la perdre à nouveau. Eric a promis et a juré d'effacer la honte du passé. Retour à l'histoire de Blond. La raison pour laquelle il a dit qu'il était apte à être aux côtés d'Eric était qu'Eric avait besoin d'amour, pas d'un assistant puissant. Tout le monde a remarqué que chaque fois que Blond était ivre, il parlait comme une fille et personne ne savait que Blond était en réalité une fille déguisée en garçon. Tous ceux qui ont entendu Blond imaginer un matin avec Eric l'ont frappé pour le réveiller de son illusion, car Eric avait déjà une fiancée, mais Blond n'en avait rien à faire. Redhair pensait que c'était à cause de ceux qui aimaient être la 3e roue, comme Blond, que ce monde était en chaos. Blond pensait que Redhair le blâmait pour le départ de sa femme, alors les deux ont recommencé à se disputer. Bluehair voulait que Blackhair intervienne, mais Blackhair s'était endormi. Blond et Roux se sont levés pour préparer un combat. Noir a aussi sauté, voulant participer pour voir qui serait le plus fort pour devenir l'assistant d'Eric. Bleu a accepté le combat, mais les règles seraient fixées par Bleu. Après cela, tous les 4 sont allés dans le désert pour chasser un dragon. Peu importait qui infligeait le plus de dégâts, tant que quelqu'un pouvait porter le coup final, il gagnerait.
Cheveux Noir a foncé et a déclenché sa technique ultime de mise à mort. Cheveux Rouge a profité de l'occasion pour contourner et couper sa queue. La blonde s'est précipitée pour frapper sa tête et la bleue a sauté pour casser ses cornes, mais il s'est enfui et a appelé son grand frère. Ce dragon plus grand était beaucoup plus fort et a vaincu les 4. Mais à ce moment-là, Eric est arrivé et a utilisé sa nouvelle épée pour détruire le dragon d'un seul coup. Eric a avoué à tout le monde qu'il avait tort de vouloir affronter Khan seul. Désormais, Eric voulait l'aide de tout le monde pour vaincre Khan. Retour au groupe de Khan. Dans les jours suivants, ils ont manqué de nourriture et ont dû attraper des poissons pour les griller et les manger pour s'en sortir. Khan a commencé à se plaindre de la façon dont sa vie était confortable dans l'ancien monde, et maintenant il devait manger et dormir difficilement comme un sans-abri. Ils lui ont dit de tenir bon parce qu'ils arriveraient en ville demain, mais sa maison et tout ce qu'il avait là-bas lui manquaient. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, Khan était allongé en train de se remémorer sa terre natale. Le lendemain matin, le groupe est arrivé dans la ville suivante et tout le monde a remarqué que Khan était inhabituellement silencieux aujourd'hui et qu'il avait commencé à sculpter quelque chose depuis ce matin. Nous avons appris plus tard qu'il avait essayé de fabriquer une manette de jeu en bois pour se réconforter. Quand ils sont entrés dans la ville, tout le monde est allé prendre un bain pour se détendre. Mais quand Lane est retourné dans la chambre, il a vu Khan assis et pressant le morceau de bois qu'il avait fabriqué ce matin-là, tout en marmonnant des bêtises sur son envie de manger des snacks et de lire des mangas. Lane a raconté cela à la princesse et à Maria, mais il ne savait pas ce que c'était des snacks. D'après la description, c'était soi-disant quelque chose avec beaucoup de saveurs étranges et diverses et finement tranchées. Ne comprenant pas, ils sont allés faire du shopping et ont ramené des choses pour que Khan essaie. Il était maintenant comme quelqu'un avec des problèmes mentaux, regardant le rectangle sur le mur comme si c'était une télévision. Tout le monde comprenait qu'il avait le mal du pays, alors ils ont décidé de préparer quelque chose pour que Khan mange. Maria est venue demander et Khan a demandé un hamburger. Ne sachant pas exactement ce que c'était, Maria lui a demandé de noter les ingrédients. Bien que cela paraisse encore étrange, Maria essaierait de s'y faire. Bien qu'il sache que cela coûterait pas mal d'argent, la princesse décida de faire plaisir à Khan pour une journée. Ils sont allés au marché et la princesse a bientôt appelé Khan pour essayer la nourriture. Lorsque Khan est descendu, Maria avait réussi à préparer du Coca-Cola et des hamburgers pour lui. Le goût familier l'a ravi et il en a demandé plus, mais quand il est allé dans la cuisine pour voir comment Maria l'avait fait, il a vu que l'endroit ressemblait à un laboratoire combiné à une salle de potions de sorcières et il y avait des monstres volant partout. Trop effrayé, Khan s'est retiré dans sa chambre pour jouer à nouveau à des jeux imaginaires. Maria a alors pensé que le problème ne venait peut-être pas du goût, mais ils ont maintenant pensé à la deuxième chose que Khan a mentionnée, qui était le manga. D'après la description de Lane, Maria avait quelque chose à donner à Khan. Il l'a reçu, l'a ouvert pour regarder, puis a eu un saignement de nez quand il a vu que c'était un magazine pour adultes. Il a ensuite utilisé une couverture pour se couvrir les yeux et a continué à jouer à des jeux, ce qui a rendu tout le monde confus quant à ce dont Khan avait besoin. Lane était trop fatigué de cela, alors il a décidé d'emmener Khan en voyage. Lane l'a ensuite emmené dans un casino, mais ce qu'ils ont joué n'était pas à l'étage mais en bas. Lane l'a conduit dans une arène souterraine où il pouvait parier sur le combattant qu'il pensait gagner. Actuellement, ce combattant masqué était le candidat au championnat. Il a ensuite conduit Khan au guichet des paris, mais seul Lane a placé un pari, n'autorisant pas Khan à parier. Pendant qu'il était dans la salle d'attente, Khan se demandait pourquoi il ne pouvait pas parier. Quelques minutes plus tard, les combattants pour le prochain match ont été appelés dans l'arène et Khan était parmi eux. Il a été amené dans l'arène avec 3 autres hommes musclés. Le candidat au championnat a entendu que le finaliste était arrivé et cette personne était Khan. Il a vaincu les 3 autres en courant autour d'eux, les faisant se frapper entre eux, puis en se précipitant pour donner un coup de pied dans l'aine du dernier debout. Le manager du candidat au championnat a vu que Khan n'était pas à sous-estimer. Il a ensuite serré la main de Lane pour profiter ensemble du plus beau match. Khan est ensuite monté sur le ring et a vu l'adversaire portant une tronçonneuse. Il s'est plaint, mais l'autre côté a dit que comme il avait aussi une épée, c'était juste. Alors il a dû courir pour sauver sa vie, car se faire frapper par la scie signifierait certainement la mort. Lane voulait qu'il se batte comme il l'avait fait avec Eric, mais il a dit que les deux étaient très différents. Il s'est ensuite retrouvé coincé et a sorti sa masse pour repousser la tronçonneuse. Mais après, il a abandonné et a fui l'arène, provoquant la colère de tous les spectateurs. Quand ils sont revenus, Khan a dit qu'ils essayaient tous les 3 de l'utiliser pour gagner de l'argent. Il avait juste le mal du pays et se sentait désolé pour lui-même pour obtenir un peu plus d'attention de leur part, mais ils l'ont traîné dehors pour en tirer profit. Quelques jours plus tard, le groupe est passé devant un château abandonné et a décidé d'y passer la nuit. Le lendemain matin, lorsqu'ils sont repartis, Khan n'a pas cessé de se plaindre de douleurs dorsales à cause de la nuit passée dans ce château abandonné. Soudain, un boulet de canon a été tiré sur eux et Lane a réussi à faire esquiver le groupe.
Eric a vu que le tir avait manqué, mais c'était au moins une bonne ouverture. Les troupes d'Eric ont ensuite chargé et Len et Khan se sont levés pour les arrêter. Eric est alors arrivé et a combattu en duel avec Khan, mais l'explosion causée par l'affrontement de leurs armes a provoqué une explosion qui a fait tomber tout le groupe de Khan en bas d'une falaise. Len a sauté après le groupe et Khan a bientôt repris conscience. La princesse et Len étaient en sécurité et ils ont également découvert que Black Air était tombé ici avec eux. Du côté d'Eric, ils avaient capturé Maria et l'avaient ramenée au camp pour l'interroger. Maria continuait de faire l'idiote et de jouer les filles folles pour rendre le camp d'Eric complaisant, gagnant du temps pour que le camp de Khan agisse. Le camp de Khan avait attaché Cheveux Noirs et il ne voulait rien révéler. Alors la princesse est allée lui marcher dessus plusieurs fois, mais Khan l'a arrêté car cette méthode ne fonctionnerait pas sur un masochiste. Maria était maintenant interrogée, mais continuait à montrer son côté folle des garçons et sa nature idiote pour empêcher le camp d'Eric de lui soutirer des informations. Le Cheveu Noir a également décidé de garder le silence à tout prix, mais quand Khan a commencé à bavarder et à demander si quelqu'un d'autre qu'Eric était plus fort que lui, il a dit qu'il n'avait perdu que contre Eric, tandis que les trois autres avaient des faiblesses. L'un était faible face aux femmes, un autre était alcoolique et l'autre était microgramme 2 et naïf. Donc tout à coup, Khan a appris les faiblesses des trois autres. Il regrettait juste de ne pas avoir réussi à le tromper pour obtenir des informations sur le canon. Khan a ensuite trouvé un moyen de s'occuper du côté d'Eric, car il pourrait détenir Maria. L'équipe de patrouille d'Eric est ensuite revenue et a signalé qu'ils avaient trouvé Black Air attaché dans la forêt avec une note collée sur son dos. Eric l'a lu et a su que Khan avait organisé une rencontre pour régler les choses. Eric a ensuite libéré Maria en signe de bonne volonté et Maria a remarqué qu'Eric lui ressemblait beaucoup. Maria a baissé les yeux et Eric a été surpris et lui a dit de partir vite. Maria est ensuite retournée au château abandonné et a retrouvé le groupe de Khan. Il a dit à Maria d'aider à se préparer car il devait accueillir le groupe d'Eric. Eric et ses gens sont alors arrivés au château et ont décidé de se lancer à l'assaut. Khan avait dessiné des flèches pour les guider et Eric les a suivis jusqu'à une pièce avec une chaise d'exercice. Cheveux Noirs a couru avec enthousiasme pour l'essayer, déclenchant un piège qui lui a écrasé le pied. En avançant un peu plus loin, il y avait un magazine devant eux. Tout le monde savait que c'était un piège, mais Cheveux Roux a fait un pas en avant et bien qu'encore tenté, il l'a pris et a reculé, pensant qu'il avait échappé, mais ensuite, un bassin de fer est tombé sur sa tête. Dans la pièce suivante, il y avait une pile d'alcool, mais Roux était très sobre quand il a tiré et tout cassé pour que Blond ne tombe pas dans le panneau. Les gens d'Eric tombaient sans cesse dans des pièges au château. Eric et ses 4 compagnons ont ensuite atteint la dernière salle et ont été aspergés d'une quantité de lubrifiant par Khan. Il n'arrêtait pas de narguer Eric et a fait tomber tout le groupe. Eric voulait maintenant que Khan sorte et l'affronte correctement. Il accepta et sortit, menaçant Eric que s'il faisait un pas de plus, tout exploserait. Mais Eric utilisa son épée et lança une attaque de loin pour détruire à la fois la princesse et Khan. Tout le monde pensait alors que Khan et la princesse étaient morts. Alors ils ont décidé de partir. Pet s'est ensuite réveillé dans les décombres et pensait vraiment qu'ils étaient morts. Dans les jours suivants, les gens d'Eric ont également surveillé attentivement Maria et Len pour voir s'ils avaient des mouvements inhabituels. Cheveux rouges et blonds les ont vus aller à une auberge et y rester. La raison pour laquelle le camp d'Eric était encore méfiant était que Khan était à l'origine très rusé, mais maintenant il est mort si facilement, ce qui n'était pas du tout normal. Blond suivait à l'origine pour s'assurer que Cheveux Roux ne négligeait pas secrètement son devoir pour aller s'amuser avec les filles ici. Cette nuit-là, ils ont tous les deux observé que Maria et Len n'avaient aucun mouvement suspect. Le lendemain matin, Len et Maria étaient toujours dans la pièce et Blond et Cheveux Roux continuaient de se disputer parce que Cheveux Roux voulait jouer pendant son service. Mais bien sûr, Blond ne voulait pas être d'accord. Ils ont alors vu Len et Maria sortir, alors ils ont suivi. En les suivant, ils ont vu les deux se séparer, donc chacun a suivi une cible. Cheveux Roux a suivi Len et a remarqué qu'il semblait encore ne rien savoir. Len est ensuite allé dans un café et a rencontré un homme là-bas. Len a donné de l'argent à cette personne et ils sont ensuite allés chacun de leur côté. Cheveux Roux a décidé de suivre cet homme jusqu'à la montagne. En raison du brouillard épais, Cheveux Roux a bientôt perdu de vue cet homme. Mais en suivant la direction où il est allé, Cheveux Roux a découvert un cimetière. Quand il est revenu, Blond a rapporté que les deux étaient retournés à l'auberge, et quand il a appris que Cheveux Roux avait perdu sa cible, Blond l'a moqué comme pathétique. Cheveux Noirs et Cheveux Bleus se sentaient maintenant un peu ennuyés car ils avaient perdu un ennemi pour les motiver à se battre. Tout le monde pensait qu'Eric ressentirait la même chose, mais quand Eric est entré dans la tente, il a éclaté de rire. C'était le 3e jour que Cheveux Rouges et Blond surveillaient Len et Maria. Toute la journée, Len et Maria n'ont presque rien fait d'autre que rester à l'auberge, ce qui a fait que Blond et Cheveux Rouges se sentaient ennuyés. Le soir, Cheveux Rouges a suggéré de sortir pour enquêter sur l'homme qu'il avait perdu plus tôt.
Au début, il semblait vraiment qu'il allait rassembler des informations, mais ensuite, il est revenu à ses anciennes habitudes et est allé dans un bar, s'amusant avec une fille, jusqu'à ce qu'il soit ivre-mort au bar toute la nuit sans rentrer. Le 4e jour, Roux a été frappé par Blond et confiné dans la chambre jusqu'à la fin de la mission de surveillance. Toute la journée, il n'y avait toujours aucun mouvement, jusqu'à ce soir-là où Cheveux Rouge a vu Maria sortir et il l'a immédiatement suivi. Il a suivi Maria jusqu'à un bar et a pensé que ce serait l'endroit pour rencontrer à nouveau Khan et la princesse. Mais Maria est venue ici simplement pour boire afin de noyer son chagrin. Le roux assis derrière devait également commander des boissons en continu. Lui et Maria ont continué à boire jusqu'à ce que le roux soit ivre en premier, mais Maria ne montrait toujours aucun signe d'ivresse. Ne pouvant le supporter, le roux est venu s'asseoir avec Maria et a dit franchement qu'il n'avait pas l'intention de se battre. Donc Maria n'avait pas besoin de dégainer son arme. Maria a dit qu'elle s'était perdue et qu'elle ne pouvait pas remplir sa tâche. Une mission importante, donc maintenant la seule façon était de boire pour oublier. Même s'il surveillait pendant longtemps, du côté de Maria, il savait depuis le début. Cependant, même s'il surveille, cela ne sert à rien, car maintenant Maria et Len ne peuvent faire que ce qu'elles peuvent. Maria est ensuite partie et a frappé Cheveux Rouge une fois en représailles pour avoir tué la princesse et Khan. Le lendemain matin, le rouquin a dit au blond de faire ses bagages et de retourner car les paroles de Maria semblaient vraies. Mais ensuite, soudainement, le rouquin se rappela que Maria savait qu'il les surveillait depuis le début, alors il se tourna pour vérifier et découvrit que Len et Maria étaient partis. Ils se précipitèrent tous les deux pour vérifier et puis le rouquin se rappela du cimetière d'avant, alors il traîna le blond pour voir. Mais quand ils sont arrivés, ils n'ont vu que Len et Maria organisant des funérailles pour 2 cercueils. Par conséquent, Blond et Cheveux Roux ont pensé que Khan et la princesse étaient vraiment morts, alors ils ont décidé de mettre fin à la mission et de rentrer. Après ce jour-là, Maria et Len étaient partis, et en effet, Khan et la princesse n'étaient toujours pas morts. Nous rencontrons ensuite une fille nommée Miranda. C'est une personne joyeuse, vive et un peu hyperactive. Elle est venue se plaindre à ses parents que ses cheveux avaient l'air un peu mauvais aujourd'hui et elle avait peur que les autres la voient comme laide. Mais ses parents l'ont réconfortée, alors elle a décidé de rendre visite à sa grand-mère. Bien que ses parents ne pensaient pas que ce soit une bonne idée, elle a quand même décidé de rendre visite à sa grand-mère. Sa mère allait dire quelque chose quand son père l'a arrêtée. Quand Miranda est sortie, elle a été ignorée par les villageois et elle semblait ne pas s'en rendre compte. Khan était maintenant assis, souriant de son plan parfait pour simuler sa mort. En réalité, ils avaient utilisé le grand miroir de ce château pour refléter et tromper le groupe d'Eric. De plus, les talents d'acteurs de Len et Maria, ainsi que ce faux enterrement, étaient la touche finale. Après avoir semé le groupe d'Eric, ils pouvaient maintenant être sûrs de ne plus être dérangés. Khan a ensuite soudainement eu de fortes douleurs à l'estomac, ne comprenant pas ce qui n'allait pas chez lui, car il n'avait rien mangé d'étrange et ne ressentait pas le besoin d'aller aux toilettes. Quant à Miranda, elle était allée chez sa grand-mère et avait fait étouffer sa grand-mère avec un gâteau. Elle en a profité pour nettoyer la maison afin que sa grand-mère ne soit pas envahie par des bactéries. Sa grand-mère a essayé d'attraper le verre d'eau à côté d'elle, mais a été frappée par le balai de Miranda et est tombée inconsciente. Elle est ensuite sortie et a accidentellement rencontré le groupe de Khan. Le coup de foudre a frappé Miranda et lui a donné une vision rêveuse de Khan. Elle pensait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et quand elle a entendu qu'il avait mal au ventre, elle l'a pris pour une maladie terminale et a pensé que cette histoire d'amour était tragique car Khan était sur le point de quitter ce monde. Elle n'a pas accepté cela, alors elle a suivi Khan. Khan était maintenant guidé pour voir un médecin quand Miranda a suivi et a commencé à imaginer comme si elle et Khan avaient eu une belle histoire d'amour depuis longtemps et que c'était maintenant le moment de se séparer. Elle croyait qu'une claque aiderait Khan à se réveiller. Elle s'est précipitée, a frappé le visage de Khan à plusieurs reprises, puis s'est enfuie en croyant qu'il ne serait plus négatif sur la vie. Khan est ensuite retourné se plaindre au groupe d'avoir été battu. Tout le monde pensait qu'il devait avoir fait quelque chose à quelqu'un pour être battu, mais il n'avait rien fait du tout. Alors après cela, Maria a dû l'accompagner chez le médecin, et Miranda a immédiatement identifié Maria comme sa rivale en amour. De plus, elle voyait Khan comme un homme rusé qui trompait ses sentiments, alors elle brandit une grande épée et se précipita pour attaquer Khan. Il a heureusement esquivé, mais elle est tombée, alors il a tendu la main pour la rattraper. Mais elle a ensuite vu le dysfonctionnement de la garde-robe de Maria, alors elle a traité Khan de scélérat et s'est enfuie. Il a ensuite pu voir le médecin et a appris qu'il n'avait qu'une légère intoxication alimentaire. Il est ensuite parti et a été interrogé par Maria à propos de la fille de tout à l'heure, mais il ne savait vraiment rien. Sur le chemin du retour, Miranda a de nouveau pensé qu'elle avait été précipitée en attaquant Khan et a vu sa promiscuité comme une façon pour elle de renoncer à lui et de trouver un nouveau bonheur, alors elle est venue à nouveau attaquer Khan. Elle voulait que Khan s'exprime à elle, mais il ne comprenait même pas à quoi elle faisait référence.
Elle lui tourna alors le dos pour attendre qu'il s'exprime, mais il s'enfuit. Elle lança un couteau dans la semelle de sa chaussure pour l'empêcher de s'échapper et lui lança un défi. Ils se rendirent ensuite sur un champ de gazon pour se battre en duel sous le regard du groupe de Lane. Miranda a ensuite ouvert la première et s'est précipitée en avant. En se battant, elle a affirmé qu'elle et Kian se connaissaient déjà et avaient même eu une belle histoire d'amour, et maintenant, elle était prête à recommencer cette histoire d'amour. La princesse, entendant cela à nouveau, a commencé à soupçonner Kian, bien qu'il ait essayé d'expliquer qu'il ne connaissait pas du tout cette fille. Il était alors submergé par Miranda et dut baisser la tête en signe de défaite. Elle pensait qu'un faible comme lui n'était pas digne d'être son amant, alors elle a abandonné. De retour au groupe de Kian, Lane allait maintenant louer un bateau pour se rendre à l'endroit suivant, mais le prix était trop élevé, alors il a refusé de louer et est retourné en colère. En revenant au groupe, Kian se demandait pourquoi Lane était si avare alors qu'il avait assez d'argent pour louer tout le bateau, mais il n'était d'accord que lorsqu'il n'était pas surchargé. Alors tout le monde a pensé qu'il devrait simplement faire le tour au lieu d'aller rapidement par la mer. Kian n'était pas d'accord car il voulait savoir le chemin le plus rapide possible pour rentrer. Mais entre faire le tour et y aller par la mer, cela ne faisait que 3 jours de différence. Alors tout le monde lui a conseillé de faire le tour avec eux, car sur la route, il pourrait rencontrer beaucoup de choses intéressantes. Ils se sont ensuite séparés pour acheter des choses et ont convenu de se retrouver ici dans 1 heure. Kian est parti chercher des toilettes car il avait besoin de se soulager. Soudain, il a rencontré un des subordonnés d'Eric, mais comme il était ivre, il a pensé qu'il voyait mal Kian. Quant à Kian, après un moment, il a entendu la voix de quelqu'un. Il a suivi le son pour vérifier, puis il a découvert un animal de compagnie rapportant à quelqu'un. Pete vient de ranger l'appareil de communication et s'est retourné pour voir Kian debout derrière lui. Pete fait semblant de ne rien savoir, mais il est très certain de ce qu'il a vu. Il secoue trop fort, ce qui le fait soudainement s'évanouir, puis vomir sur lui. Visage, après cela, il va le laver. Le visage et la personne aux cheveux verts et une autre personne sous les ordres d'Eric le voient, mais il pense toujours qu'il pourrait n'être qu'une illusion. Il entend ensuite distinctement la voix de l'animal de compagnie, le blâmant pour l'avoir fait vomir ainsi. Il le force alors à révéler ce qu'il est vraiment, mais il le considère comme un simple gamin et pense qu'il ne peut rien lui faire. Il décide alors de lui faire vivre quelques activités de BDMS, le faisant se rendre. Il lui donne ensuite une énigme à résoudre lui-même. Après l'avoir résolue, le sens de la phrase dit que l'animal est son père. Il affirme aussi cela, mais évidemment, il ne l'acceptera pas car lui et l'animal sont des espèces différentes. Alors il invente une histoire selon laquelle, à sa naissance, une grande fête a été organisée, mais une sorcière maléfique s'est mise en colère parce qu'elle n'était pas invitée à la fête et elle l'a maudit. L'animal de compagnie prétend qu'il s'est levé pour le protéger, c'est pourquoi il a pris cette forme. Il n'y croit pas, car cela ressemble à un conte de fées, mais il continue l'histoire, en disant que lorsqu'il a grandi, il ressemblait à un... Lui, oh là là madame. Une fois, en jouant au ballon, il l'a laissé tomber dans un lac. Une grenouille parlante est venue et a proposé de l'aider et voulait être amie. Cette nuit-là, la grenouille est revenue et voulait qu'il l'embrasse. Mais il connaissait déjà la fin de l'histoire, alors le petit animal fait semblant d'être vieux et sénile. Il ne le croit toujours pas, alors il menace de le transformer en sauce tomate si ça continue de se vanter. N'ayant pas le choix, il lui dit finalement directement qu'il est l'élu et qu'on lui a donné la responsabilité de le suivre, de veiller sur lui et de lui donner des conseils si nécessaire. Il ne croit toujours pas ce que ça dit. Un peu plus tard, un autre membre sous le commandement d'Eric lit un roman d'amour quand il aperçoit soudainement Lane. Et il est assis dans une calèche, mais il pense qu'il hallucine. À ce moment, il continue de parler de comment l'animal de compagnie peut parler la langue humaine. Mais devant tout le monde, il continue d'agir et fait penser à tout le monde qu'il est fortement délirant et doit être emmené à la capitale rapidement pour le guérir de sa maladie. Il sait qu'on le considère comme un imbécile et l'animal de compagnie continue de le provoquer pour qu'il paraisse encore plus fou devant tout le monde. Sachant qu'il ne peut pas argumenter, il décide de jouer un tour à l'animal de compagnie. Il admet qu'il avait tort d'essayer de prouver que l'animal pouvait parler la langue humaine et qu'il n'en parlera plus, mais maintenant il dit qu'il a remarqué que l'animal agit bizarrement ces derniers temps. Il suggère d'aider l'animal à trouver un bébé écureuil en lui trouvant un partenaire. Il presse le museau de l'animal contre la vitre de la fenêtre et le fait choisir entre un mouton ou un chat, mais pensant qu'il est allé trop loin, il sort une souris sans poils comme autre option pour l'animal. L'animal de compagnie court vers la tête de la princesse et lui dit qu'il est effrayant, mais il suggère que l'animal pourrait être malade parce que c'est la saison des amours et qu'il ne cherche pas de partenaire, alors il propose de le stériliser pour guérir sa maladie. Il apporte une épée et dit à l'animal de supporter cela parce qu'il ne faut qu'un coup. L'animal de compagnie essaie de s'enfuir et continue de crier,
et maintenant la princesse réalise que l'animal a parlé le langage humain tout le long. Il refuse maintenant obstinément de croire et insiste pour stériliser l'animal. Eric passe et le surprend en train de tenter de stériliser l'animal, surpris car il pensait qu'il était mort, mais décide de faire semblant d'être sourd et de faire comme s'il n'avait rien entendu. Le groupe arrive dans un château mobile. Ce château utilise la magie pour se déplacer directement vers la capitale. Pendant ce temps, le dirigeant actuel a rencontré quelqu'un qui est le ministre des Affaires étrangères, qui est également la personne qui épousera la princesse. Le ministre apprend que la princesse a été assassinée, mais le roi croit que sa petite fille est toujours en vie parce qu'elle a beaucoup de chance. Il se retourne ensuite et s'en va, et nous pouvons voir qu'il a une mémoire assez inconsistante, se souvenant parfois et oubliant parfois. Le ministre, apprenant que la princesse est toujours en vie, décide d'envoyer quelqu'un pour enquêter et punir les rebelles si c'est vrai que la princesse est toujours en vie. Le groupe Kong arrive ensuite à la capitale royale et ils devront grimper la tour encore un moment pour rencontrer le roi. Cependant, ce processus est assez rapide car il y a un ascenseur qui transporte la famille royale là-haut. En entrant dans la salle, tout le monde voit un groupe de personnes âgées. Ce sont des nobles liés à la princesse et ils semblent désireux de saisir le trône. En rencontrant à nouveau le roi, la princesse prend la parole pour une audience et en effet, c'est une personne qui oublie rapidement, oubliant les choses dès qu'il les dit. S'il n'y avait pas le courtisan à côté de lui pour lui rappeler, il se souviendrait à peine de quoi que ce soit. La princesse reçoit ensuite un masque ou une couronne d'une sorte pour la cérémonie de mariage. Quant à lui, il doit aller voir l'astrologue à l'ouest pour trouver le chemin de retour vers la ville céleste. Ensuite, il entend le roi parler de lui avoir un genre de destin, mais avant qu'il puisse expliquer clairement, il part à cause d'un accident de pantalon. Il se retire ensuite avec le groupe de la princesse, et la princesse doit maintenant aller chez son fiancé. Par conséquent, il devra trouver son propre chemin vers la tour ouest. Malheureusement, il y a des dizaines de tours à l'ouest, donc il devra emprunter une carte pour s'y rendre lui-même. Il dit que s'il trouve un chemin, il partira immédiatement sans leur dire au revoir. Mais ils sont préparés à cela car ils ne peuvent plus compter sur lui. Il essaie alors de le retrouver, seul, et se perd effectivement. Il a heureusement rencontré de nouveau l'animal de compagnie et il l'informe que c'est la zone sombre où les criminels font des affaires, donc il est venu ici pour conclure quelques affaires. Il admet qu'il l'a maltraité plusieurs fois et demande son aide pour trouver un moyen de sortir d'ici. Ensuite, il suit les instructions de l'animal de compagnie, se déplaçant d'un endroit à l'autre. Tout en marchant dans un petit tunnel, il découvre une organisation rebelle, alors l'animal sort des masques pour qu'ils les portent tous les deux afin d'éviter d'être reconnus. Cependant, ils sont bientôt découverts par le chef de ces rebelles. Le chef lui parle de ses objectifs et considère sa connaissance de la raison comme une excuse pour l'éliminer. Il s'enfuit et rencontre un autre groupe de rebelles, mais ceux-ci sont des amoureux des animaux. Le chef le découvre aussi, lui parle de leurs idéaux et considère cela comme une raison de l'éliminer. Il court à nouveau et rencontre une autre organisation rebelle, mais celle-ci est pour les personnes transgenres. Il écoute à nouveau leurs idéaux avant d'être poursuivi. Il parvient à s'échapper dehors où les chefs des 3 factions se sont rassemblés et ont décidé de se battre pour le droit de gouverner le royaume de manière autonome. Il saisit l'opportunité de s'échapper et de plus en plus de chefs d'organisation rebelles viennent se battre entre eux. Lui et l'animal de compagnie atteignent enfin la tour de l'astrologue. Lorsqu'il arrive, il rencontre l'astrologue, mais il ne sait pas comment se rendre à la cité du ciel. Soudain, une voix retentit lui disant d'aller chez le fiancé de la princesse, où il trouvera un moyen pour atteindre la cité du ciel. Il n'aime pas cette manière détournée, alors il y court, mais la silhouette a disparu et au-dessus se trouve effectivement la cité du ciel. Le lendemain matin, il revient trouver la princesse et elle pense qu'il est venu dire au revoir. Mais il dit qu'il veut continuer avec le groupe. Lane et Maria reviennent à ce moment-là et une autre personne est envoyée pour soutenir le groupe dans leur voyage à venir. Les 3 personnages rassemblés ici semblent tous familiers. Eh bien, les spectateurs les reconnaissent, mais les personnages du film ne les connaissent pas. Le groupe suit alors l'homme à la moustache jusqu'à l'aéronef du ministre pour se rendre sur son territoire. Les organisations rebelles, entendant que la princesse est toujours vivante, savent qu'elles doivent bientôt exécuter leur plan et attaquer le pays de plusieurs côtés et dans plusieurs régions, car elles ont maintenant pleinement préparé le plan. Eric, maintenant qu'il sait qu'il est toujours en vie, appelle les gens à venir à la capitale pour régler leur compte à cause de la tromperie précédente. Il est maintenant assis dans un coin, réfléchissant. Il réalise qu'une fois qu'ils atteindront leur destination, leur voyage se terminera et ils n'auront plus de raison de rester ensemble.
Mais il s'inquiète encore pour la princesse parce qu'elle semble ne pas aimer ce mariage. Cependant, Lane s'en fiche car leur travail est d'escorter la princesse vers un endroit sûr. Il se demande où est la princesse et Lane lui dit qu'elle apprend l'étiquette de mariage avec Maria. Pendant ce temps, la personne aux cheveux verts a infiltré le palais car plus tôt, Eric a été suspendu et n'a pas été autorisé à marcher ici. Bien qu'Eric ait été suspendu, la personne aux cheveux verts ne veut pas rester inactive. Il veut s'occuper de la princesse lui-même avant que les supérieurs n'agissent. À ce moment-là, la princesse n'arrêtait pas d'entendre Maria louer le ministre, ce qui était assez agaçant car elle avait l'impression que tout le monde se comportait de la même manière. Pendant ce temps, aux cheveux verts, il avait trouvé la chambre de Khan et avait commencé à le voir faire des choses qui ressemblaient à un idiot, notamment sauter sur le matelas en ne portant que des shorts, puis s'asseoir avec ses fesses face à la fenêtre et arroser le cercle de dragon en bas. Il s'était précipité pour arrêter ses actions, mais avait quand même pensé à porter un masque pour cacher son identité. Khan avait demandé qui serait le futur mari de la princesse, mais aux cheveux verts n'avait jamais rencontré cette personne avant, donc il ne savait pas. Khan voulait vraiment intervenir dans ce mariage. Il a alors réalisé que l'homme nommé G devant lui était assez familier, mais il a été arrêté par aux cheveux verts avec une balle. Les cheveux verts sont ensuite partis, tandis que le ministre a appris qu'il y avait un intrus sur le bateau. Le ministre savait que l'intrus était quelqu'un du côté d'Eric, et était certain qu'ils étaient venus ici pour assassiner la princesse, alors il a décidé de l'ignorer. Cheveux vert est passé et a vu Lane jouer avec un chat imaginaire, alors il est entré. Lane a demandé à Cheveux vert comment le ministre traite habituellement les serviteurs, car il commençait à s'inquiéter de ce mariage de la princesse, mais juste au moment où Lane pensait que les cheveux verts lui étaient familiers, son sort était le même que celui de Khan quand il a pris une balle. Puis elle est passée devant Maria, l'a appelée pour s'arrêter et parler. Maria a commencé à dire plein de choses que la femme aux cheveux verts ne comprenait pas, et quand elle a pensé que ce masque lui disait quelque chose, elle a aussi pris une balle. Même le chien n'a pas échappé à ce sort. En entrant dans la place de la princesse, elle a reconnu les cheveux verts, et il l'a également informé immédiatement que tous ses gardes du corps avaient été éliminés par lui. Les cheveux verts ont vu que la princesse était si noble qu'elle était prête à se sacrifier pour sauver le monde, mais elle se sentait mal à l'aise et a menacé de s'occuper de lui. Khan avait maintenant repris connaissance. Il a eu la chance de survivre grâce à la pile de magazines cachée dans sa chemise. Courant vers la chambre de Lane, il était toujours en vie grâce à la pièce dans son corps. Tous deux ont couru dehors et ont rencontré Maria qui n'avait été touchée qu'au niveau de la protection de bouche, tandis que Pet avait été touché par quelques morceaux de métal. Tous les quatre se sont ensuite précipités pour trouver la princesse et l'ont vue inconsciente sur le lit, mais il s'est avéré que la princesse dormait simplement. Ensuite, personne ne comprenait comment la princesse avait encore échappé au danger, mais elle pensait simplement que Green Hair avait lu quelque chose, alors il est parti automatiquement. Auparavant, Cheveux vert a appris que la princesse faisait ces choses parce qu'elle croyait que son propre bonheur par rapport au bonheur de tout le monde était un prix trop insignifiant. Et si elle était assassinée maintenant, il y aurait encore beaucoup d'autres pour la remplacer, donc elle ne s'inquiétait de rien. Alors, Cheveux vert a abandonné. Parce que Cheveux vert aime la torture, il n'aime donc pas rendre les victimes heureuses. Khan n'a toujours pas bien compris pourquoi Cheveux verts est parti, alors il voulait que la princesse réponde. Mais elle regardait juste par la fenêtre et a vu Cheveux verts mentionner que sa vie actuelle lui était due et qu'il viendrait plus tard. À la fin de cette journée, ils étaient également arrivés au château du ministre et le voyage de Khan s'était également terminé tôt. Cependant, il reste un mois jusqu'à la cérémonie de mariage, donc la princesse continuera à commander Khan d'ici là. Ils sont ensuite entrés dans le château du ministre et ont rencontré son majordome en chef ici. Le majordome avait organisé et attribué des chambres pour eux. Khan avait demandé où était le ministre parce qu'il avait quelque chose à lui demander, mais le majordome a informé que les familles des deux côtés n'étaient pas autorisées à se rencontrer jusqu'à ce qu'elles aient fini d'apprendre tous les rituels. Khan avait demandé comment se rendre à la ville du ciel et a appris qu'il y avait un endroit dans cette région qui recherchait comment y arriver. Mais cette information était top secrète que le majordome n'était pas autorisé à divulguer. Mais sans qu'il le dise, Pet avait déjà acheté l'information et connaissait l'emplacement de cet endroit. Pet l'a ensuite conduit à l'institut de recherche ici et il avait besoin d'une autorisation pour entrer. Mais il n'est pas entré, il est entré en rampant. Il a ensuite rencontré une réceptionniste et elle a demandé ce dont il avait besoin. Il a dit qu'il était un guerrier et voulait aller au ciel. Alors la fille a immédiatement déclenché une alarme et l'a fait arrêter. Il a été jeté dans une pièce et a rencontré quelqu'un qui pouvait lui donner la solution, à condition qu'il prouve qu'il était un guerrier magique. Il a sorti son épée et a commencé à la transformer et le mur devant lui s'est ouvert.
Devant lui se tenait un enfant qui était en fait le propriétaire de cet endroit. Il ne croyait pas que c'était la personne responsable, alors il a crié pour que la vraie personne se montre. Mais après avoir entendu la théorie de cet enfant, il a commencé à soupçonner que c'était peut-être la personne en charge. Cependant, pour obtenir des informations, il devait les échanger en devenant un sujet d'expérimentation pour l'enfant. L'enfant a ensuite placé quelques pièces sur le corps de Khan et a commencé à faire venir 2 filles. L'enfant voulait savoir si les guerriers comme Khan avaient les mêmes réactions que les gens normaux, et c'était bien le cas. Il a ensuite été emmené au 2e test à la piscine. Il a été descendu dans la piscine et les 2 filles sont revenues, lui ont attaché les mains à un rocher et l'ont poussé à se noyer. Quand il a réalisé qu'il pouvait se noyer comme les gens normaux, Khan est revenu sur sa parole et a exigé des informations de l'enfant en retour. L'enfant a permis à Khan de poser 2 questions et il a demandé comment aller au paradis, mais l'enfant ne pouvait pas répondre. Il a demandé à propos du vaisseau spatial dehors, mais il n'était pas assez puissant pour atteindre la cité du ciel. Après 2 questions sans obtenir d'informations utiles, Khan était très frustré. Quant à la princesse, elle ne savait pas quand Khan trouverait la réponse, mais craignait qu'il ne lui faille beaucoup de temps pour revenir. Khan a continué d'être un sujet d'expérimentation. Après une série d'expériences éprouvantes, il a été autorisé à poser 4 autres questions. Il a demandé des informations sur la cité du ciel et a appris que l'endroit semblait fonctionner et voler grâce à la magie, donc il doit avoir été créé par des humains, pas par des dieux. Cependant, chaque endroit avait un enregistrement différent de cette ville, donc rien n'était certain. Ensuite, il a posé quelques autres questions aléatoires, mais a de nouveau été dupé par le jeune chercheur, donc il n'a rien pu demander d'utile. Il a ensuite dû continuer à faire des expériences pour tester ses informations et son imagination. Tout a montré qu'il était simplement une personne ordinaire sans rien de trop spécial. Mais il a été autorisé à poser 2 autres questions et il voulait savoir quel secret national sur la Sky City. Il était connu que quelqu'un avait autrefois créé un passage du sol à la ville du ciel. Cependant, ce passage avait été caché et actuellement, personne ne connaissait son emplacement. Khan a demandé s'il le connaissait, mais ils n'ont. Alors Khan a décidé de partir car il n'avait plus rien à demander. Mais le gamin s'est précipité et a commencé à utiliser les yeux mignons d'un petit frère pour supplier Khan de rester. Il a hésité un moment seulement pour être ligoté par les gens de l'enfant. Il a ensuite été emmené à la table d'opération parce que l'enfant croyait que les guerriers magiques comme lui avaient une partie différente des humains. Et puisqu'il n'y avait pas de machine à rayon X à cette époque, il devait être disséqué. Mais Pep a coupé l'électricité et est venu le sauver. Ils ont ensuite été entourés de soldats, mais Khan a fracassé le mur pour s'échapper. Le garçon de recherche l'appelait encore pour qu'il revienne, mais il ne reviendrait que dans ses rêves. Pendant ce temps, Cheveux Vert venait de rentrer pour trouver les 3 autres en train de se faire du mal pour se punir d'avoir fait suspendre Eric. L'un se pendait, un autre s'empêchait de sortir avec des filles et un autre mangeait des plats épicés au lieu de boire de l'alcool. Eric s'ennuyait maintenant de rester oisif, alors il a décidé d'agir de manière indépendante à partir de maintenant et a demandé à Cheveux Vert de dire aux 3 autres d'arrêter. Khan devait maintenant suivre la princesse pour assister à une leçon sur 18 rituels de mariage et le nom de la ville du ciel est apparu dans le rituel final, ce qui a fait demander à Khan quel était ce rituel. Il n'a pas répondu, mais a dit que Khan devait étudier jusqu'à ce moment pour savoir. Il ne comprenait pas pourquoi ils devaient étudier ensemble, puis a appris que les serviteurs pouvaient aussi aider la princesse à réaliser les rituels plus rapidement. D'abord, on coupait des arbres. Lane a coupé d'un seul coup et a laissé Maria tailler, et le travail de Khan était de descendre cette planche de bois de la montagne. Ensuite, il devait surfer sur le ruisseau avec cette bûche. Il est tombé directement dans la cascade et ne pouvait presque rien faire. En rampant vers le rivage, il se demanda si c'était un rituel que la princesse devait accomplir. Pourquoi devait-il, en tant que personne non concernée, y participer? Le majordome croyait que c'était un rituel, et un rituel est défini comme une action ancienne transmise aux générations futures pour être suivie. Et quand il a demandé pourquoi il devait le faire, c'était simplement parce que c'était un rituel. Khan devait alors arranger une rangée de dominos et nous parler des rituels précédents. Après le premier rituel, il a dû sculpter le bois en 2 signes. Il ne pouvait pas discuter avec cette coutume, donc il a serré les dents et l'a fait seulement pour échouer. Il devait ensuite danser à côté d'un feu de joie, et au matin, il était étourdi et inconscient. Le groupe de Lane devait collecter des cendres pour que Khan puisse ensuite les utiliser pour dessiner une image exactement comme celle sur ce papier. Après avoir passé du temps la tête baissée à dessiner, il a commencé à halluciner sur l'univers uniquement pour que son œuvre soit détruite à son grand regret. Et maintenant est venu cet arrangement de dominos.
Il avait installé d'innombrables dominos, devenant déprimé et s'enfuyant pour pousser un grand cri. Il a rencontré Maria à nouveau, et elle lui a dit qu'il devait installer 4 500 000 blocs pour être suffisant. Mais il a estimé que c'était plus que suffisant et ne suivrait plus ses coutumes. Maria a ensuite divagué sur sa jalousie envers la princesse qui pouvait vivre un mariage, quelque chose que Maria pourrait ne jamais ressentir de sa vie. De loin, le groupe d'Eric avait commencé à observer Khan et ne savait pas s'il était conscient qu'il le surveillait déjà. Le camp de Khan pourrait ne pas le savoir ou pourrait faire semblant de ne pas le savoir pour inciter Eric à agir le premier, car ils avaient été présents pour le saboter lors de récents rituels. Lors du premier rituel de chevauchée du tronc, Red Hair avait prévu qu'une fille séduisante se démarque pour distraire Khan et le faire tomber. Mais faute de femme, les hommes ont dû se montrer pour distraire Khan, mais il est allé trop vite pour remarquer quoi que ce soit. Dans la partie sculpture de cygnes, ces hommes sales de Himeji ont porté des robes de cygnes pour que Khan les aperçoive et sculpte incorrectement, mais ce plan a également échoué. Au coin du feu, les 5 personnes étaient assises autour du feu pour discuter et ont oublié leur mission. Le matin, quand Khan dessinait avec les cendres, Eric a été agacé de le voir faire si mal et a dû sortir pour le faire correctement. Bien que Chon ait reconnu Eric, il a décidé de laisser Eric aider et ils auraient une chance de se confronter plus tard. Quand Eric est revenu, tout le monde l'a blâmé en lui demandant ce qu'il avait gagné à faire cela. Et maintenant, dans ce tour de domino, Eric avait prévu de saboter à nouveau en achetant tous les dominos sur le marché. Mais quand il est allé au marché, il a découvert que le prix des dominos montait en flèche parce que le camp du ministre les avait tous commandés et que tout le groupe n'avait que quelques pièces car ils s'étaient séparés pour travailler de manière indépendante, donc les supérieurs ne fournissaient plus de fonds. Il prévoyait de demander à la famille d'Eric de les parrainer, mais Eric n'avait pas un sou non plus. Soudain, ils ont rencontré un vieil homme vendant des dominos, mais le groupe n'avait pas beaucoup d'argent, alors Maria a proposé d'acheter tous les dominos du vieil homme. Les deux côtés se sont alors disputés sur le pauvre vendeur, alors Sean s'est précipité pour intervenir, mais il a fini par être impliqué dans le tirage au sort de l'homme. Ils ont tiré trop fort jusqu'à ce que quelque chose de rouge éclabousse. Maria a alors trébuché et est tombée sur Eric. Ils ont roulé plusieurs fois et se sont accidentellement touchés des parties importantes, et grâce à cet accident, de nombreuses choses se produiraient plus tard. La substance rouge d'avant était juste la bouteille de vin du vieil homme. Peu après, le 14e rituel de la princesse déposant des gouttes pour les yeux d'en haut s'est également terminé, mais dès qu'il y avait du temps pour une pause, la première mèche de cheveux de la princesse s'est levée. Sean a paniqué, mais Lane lui a couvert la bouche pour l'empêcher de dire des bêtises. Ils se sont ensuite invités à aller chanter au karaoké, et Sean ne pensait pas que ce monde était assez moderne pour avoir ce genre de choses. Mais il s'est trompé quand ce qu'il avait devant lui n'était pas une télévision, mais un nain assis à l'intérieur jouant des instruments. La princesse commençait à se sentir mal à l'aise et était sur le point de demander une deuxième portion lorsque Maria a dû commander rapidement de la nourriture et demander ce que la princesse aimait. Maria ne pouvait plus maintenir sa voix féminine et a grogné, pressant le serveur de monter les plats rapidement. Mais après avoir terminé le premier plat, la princesse a rouvert le menu, ce qui a poussé Maria à commander plus. La nourriture a été ensuite apportée et Sean voulait que la princesse se lève et chante, mais Maria l'a attrapée et Len a informé qu'il ne fallait pas permettre à la princesse de chanter dans cet état parce qu'auparavant, lorsque cet incident s'était produit, la princesse avait fait asseoir des dizaines de personnes pour l'écouter chanter pendant des dizaines d'heures d'affilée, et malgré des trébuchements constants pendant qu'elle chantait, la princesse ne montrait aucun signe d'arrêt. Après cet incident, 17 personnes sont tombées inconscientes et 64 personnes ont dû être hospitalisées pour un traitement d'urgence. L'auditorium s'est effondré et a pris 2 mois à reconstruire. Ensuite, quand Maria a commencé à chanter la première chanson, Sean a réalisé que ce n'était pas du tout comme un bar karaoké utilisé pour évacuer le stress. La princesse a alors arrêté la musique parce qu'elle n'était pas bonne, donc Maria a dû changer de chanson. Maria a chanté une chanson sur son double genre et Sean a compris qu'ils devraient chanter leur honte et accepter la pression qu'on leur imposait. Sean a alors compris et accepté de s'asseoir et d'écouter. Le groupe d'Eric a entendu le bruit et a voulu aller frapper à la porte pour arranger la situation, mais tout le monde les a arrêtés car ils étaient venus ici pour se divertir, pas pour déranger et causer des problèmes avec les autres. De retour à Sean, Maria avait fini de chanter et il utilisait l'excuse de ne pas connaître l'écriture locale pour éviter de chanter, alors Len devait chanter. Il a bu une bouteille d'alcool pour relâcher la pression et a couru chanter sur les chats, mais Sean ne pouvait pas se considérer en sécurité car Maria lui a fait signe de prendre le tambourin pour l'utiliser. Il a ajouté un accompagnement, et puis soudainement après que Len ait fini de chanter, la princesse a découvert le mécanisme de score du karaoké, alors elle a forcé Pet à chanter pour obtenir un score plus élevé que celui de Len, ou sinon elle le jetterait dans la marmite. Dès qu'elle a fini de parler, Maria a dû appeler la réceptionniste pour qu'elle apporte une marmite de soupe.
La pression a augmenté, ce qui a donné à Sean envie de faire quelque chose pour aider Pete, mais s'il faisait du bruit, le score serait abaissé, donc maintenant la seule façon était de prier pour que Pete échappe au danger. Mais en chantant, tout le monde a remarqué que Pete chantait plutôt bien, sauf qu'il faisait souvent l'erreur de s'absorber trop et de lire des mots familiers qui n'étaient pas dans les paroles, ce qui était considéré comme des paroles incorrectes. Et puis à la fin, Pete pensait qu'il avait très bien chanté quand Con et d'autres ont tous sympathisé avec Pete. La princesse a ensuite demandé de calculer le score et il devait être d'au moins 80 pour que Pete vive. Lorsqu'il a atteint 70, le score s'est arrêté, obligeant Lane à lancer un morceau de viande dans la case 80 et à tromper la princesse en lui faisant croire que la lumière était rouge à 80 pour que Pete ait suffisamment de points. La princesse ne voyait pas bien, donc Con a dû courir pour le couvrir. Le morceau de viande allait tomber, alors Maria a dû tirer et casser la télévision pour sauver Pete. À ce moment-là, tout le monde dans le groupe d'Eric était ivre et commençait à se comporter de manière folle. Eric a dû sortir pour aller aux toilettes et a crié qu'il voulait chanter. Con est passé et a entendu, mais a ignoré. De retour avec le groupe, Eric a décidé de prendre le relais pour chanter, mais tout le monde continuait de se disputer la télécommande et agissait de manière encore plus folle. Con est retourné dans la salle à ce moment-là, savait que l'enfer l'attendait là-dedans, alors il a décidé de partir et s'il était interrogé, dirait simplement qu'il s'était perdu. Mais juste au moment où il pensait avoir échappé à l'enfer, l'enfer l'a ramené. Le groupe a ensuite dû s'asseoir et endurer la voix chantante tortueuse de la princesse sans moyen de s'échapper. Eric venait d'avoir la chance de chanter lorsque les autres s'étaient tous endormis, mais la réception a informé qu'ils allaient fermer. Peu de temps après, le rituel final a eu lieu, qui était une joute de chars tirée par des rhinocéros, exactement comme le nom l'indique. La princesse et le ministre se sont rencontrés officiellement, et Maria n'a pas pu s'empêcher de pleurer, tandis que Con était déçu, car finalement, le rituel qu'il pensait être plein d'espoir s'est avéré n'être rien. Eric savait maintenant aussi qu'il n'avait pas réussi à empêcher le mariage, et il ne savait pas non plus pourquoi l'organisation les avait délibérément suspendus pour que ce mariage se déroule bien. Par conséquent, Cheveux Vert s'est porté volontaire pour enquêter sur l'organisation. Cheveux Rouge a ensuite suivi, mais Cheveux Jaune l'a arrêté par peur que Cheveux Rouge ne recommence à faire des bêtises. Mais Eric n'en a pas tenu compte et a laissé partir Cheveux Rouge. Eric est ensuite descendu pour trouver Con lui-même, obligeant Cheveux Jaune à courir après lui. Le soir, la princesse est venue vers le groupe de Con pour dire au revoir. Elle a remercié tout le monde pour leur soutien au fil du temps et Maria a demandé si la princesse avait besoin d'aide. Con serait heureux de l'aider, mais elle a refusé l'aide de Con et est ensuite partie. La princesse est ensuite allée dans la chambre du ministre et il lui a montré sa collection de peluches. Con, à ce moment-là, n'arrêtait pas de secouer sa jambe à cause de l'inquiétude, mais c'était trop tard. Quant au ministre, il voulait juste que la princesse porte les tenues mignonnes qu'il avait préparées pour elle. Et le ministre semblait encore assez enfantin, car il aimait seulement parler à la princesse à travers la marionnette dans sa main au lieu d'utiliser sa vraie voix pour parler. Con n'arrêtait pas de faire des histoires, parce qu'il était constamment inquiet que le ministre soit une personne terrible, mais c'était le choix de la princesse et il n'avait pas le droit d'intervenir. Con avait commencé à accepter la vérité, mais des pensées à propos de ce ministre continuaient d'apparaître dans sa tête. Il se frappait la tête contre le mur pour arrêter les pensées sombres, mais soudainement, la princesse à l'intérieur a commencé à se mettre en colère et à lever 3 mèches de cheveux, faisant exploser toute la pièce. Con a couru pour voir et a trouvé le ministre allongé, les fesses en l'air, suppliant pour sa vie. Les gens du ministre sont alors arrivés et ont pensé que Con essayait d'assassiner un haut fonctionnaire, alors tout le monde a dû porter la princesse et dégager le passage pour que Con puisse s'enfuir. Eric était assis, étourdi, près du lac, quand soudain le groupe de Con est arrivé et a demandé à Eric de s'occuper de cet endroit. Une pluie de flèches est tombée et Eric a réussi à se cacher derrière un arbre à temps. Eric a ensuite rencontré à nouveau Cheveux Jaunes et Cheveux Noirs. Tous deux avaient entendu les confessions secrètes d'Eric, le rendant gêné et poussant à sortir se battre pour oublier. Mais quand il a été qualifié de complice de l'assassin du ministre, Eric a su qu'il avait encore été piégé par Con. Le groupe de Con avait échappé et Con avait demandé pourquoi la princesse avait frappé le ministre. Il a trouvé plusieurs raisons, mais la raison finale était qu'un poil de nez du ministre pendait, la rendant mal à l'aise, alors elle l'a frappé. Eric courait maintenant tête baissée et jurait qu'il ne pardonnerait pas à Con. Le ministre a aussi juré de se venger de la princesse à tout prix. Pendant ce temps, le camp rebelle était extrêmement satisfait de savoir que la princesse et le ministre avaient craqué et que la guerre allait maintenant éclater. Des cheveux verts avaient été découverts et trouvés par des soldats d'élite du camp rebelle. Eric était poursuivi et a dû se cacher dans un arbre. Des chiens policiers avaient poursuivi et trouvé le groupe d'Eric. Soudain, un rayon de lumière a téléporté tous les membres du groupe d'Eric.
Pet avait entendu les nouvelles et a soudainement dit au groupe de ne pas être choqué mais de se préparer mentalement. Le groupe a ensuite été téléporté et Kon s'est soudainement retrouvé dans la pièce. Il a entendu à nouveau la voix d'Alma et elle a demandé son aide encore une fois. Il se souvenait juste de l'incident précédent quand il s'est réveillé. Il a rencontré Alma et savait qu'elle était celle qui avait demandé son aide. Elle lui a demandé de sauver ce monde et il était un peu inquiet car c'était assez dangereux et pouvait être fatal, mais en retour, il recevrait une faveur de sa part. Il a demandé son nom, mais elle a seulement dit que c'était un secret. Cependant, elle ne l'a pas forcé à participer et il pouvait revenir dans l'ancien monde s'il le souhaitait. Cependant, être sollicité par une belle fille a fait hésiter Kon et se demander s'il devait aider ou non. Il a rencontré Pet à nouveau et il lui a dit que c'était cette fille qui lui avait demandé de suivre le groupe de près. Le groupe d'Eric s'est ensuite réveillé et Cheveux Roux a de nouveau abandonné la mission pour aller jouer, donc il s'est fait gronder. Le groupe d'Eric est alors allé ensemble et Lane et Maria étaient maintenant en route. Soudain, ils ont tous trouvé leur chemin vers la chambre d'Alma. Elle a fait savoir à Eric que le nom Alma n'était qu'un pseudonyme et que son vrai nom était encore un mystère. Elle a ensuite informé le groupe de l'existence d'une tribu ancienne avec la capacité de contrôler la magie grâce à laquelle ils ont construit des villes dans le ciel, mais à cause de la guerre, tout a péri et maintenant la guerre était sur le point de recommencer. La personne aux cheveux verts avait tout entendu de l'organisation et savait que l'organisation à laquelle elle participait n'était pas bonne non plus car elle était du côté qui incitait à la guerre. Eric avait longtemps pensé qu'il était dans une organisation de justice. Alma avait dit qu'elle avait essayé de créer un guerrier pour un côté, Eric, et avait convoqué une autre personne, Kon, pour lui donner du pouvoir afin d'équilibrer les forces entre les deux côtés. Mais maintenant que les choses s'étaient effondrées, elle a décidé de donner le pouvoir à tout le monde pour combattre et rétablir la paix. La raison pour laquelle Eric a été choisi était à cause de ses qualités légèrement supérieures, ce qui a choqué Eric et a donné à Kon quelque chose à se moquer. Alma a également immédiatement informé que ci-dessous se trouvaient des armes magiques qu'elle avait préparées pour qu'il choisisse d'utiliser. Kon avait pris sa décision à ce stade et, bien que tenté par Alma, il a décidé de rester ici. Là-bas, tout le monde a vu les armes placées dans une grande boîte avec un levier, alors tout le monde s'est précipité pour tirer le levier. Kon s'est assis à réfléchir s'il était sûr de son choix. S'il revenait maintenant, il vivrait mais resterait vierge pour toujours, tandis que rester signifiait qu'il pourrait mourir. Il regrettait également de ne pas avoir appris à fond l'art de l'épée et les arts martiaux à l'époque. Tout le monde a ensuite fait de son mieux mais n'a pas pu bouger le levier. La princesse a utilisé à la fois le pouvoir magique et le pouvoir de soulever une mèche de cheveux, mais cela n'a toujours pas fonctionné. Kon a réalisé qu'insérer de l'argent dans la fente et tirer le levier fonctionnerait. Donc, après cela, la princesse a dépensé beaucoup d'argent pour obtenir les armes qu'elle aimait, et les restes ont été donnés au groupe d'Eric pour qu'ils choisissent. Le groupe d'Eric a ensuite été renvoyé à l'endroit exact d'où ils avaient été téléportés. Les cheveux verts voulaient dire quelque chose à Eric, mais n'en ont pas eu le temps. Quand il a été renvoyé, Eric se demandait de quel côté il devait se battre. Kon avait maintenant une réponse adéquate pour Alma qu'il resterait, alors il lui a demandé de le transformer en homme. Mais la personne qui l'aidait était Lane, ce qui ne l'a pas rendu très heureux. Elle a ensuite téléporté tout le groupe à leur position d'origine et leur a dit que s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, il suffisait de demander à Pet de l'appeler. Le jour suivant, le groupe s'est mis en route pour la bataille, mais a dû baisser la tête pour éviter les bombardements de l'ennemi. Lane ne s'attendait pas à ce que les deux camps aient mobilisé une force si importante. Kon pensait qu'il devrait rapidement trouver le ministre et expliquer que l'incident de cette nuit-là était dû aux rebelles qui avaient secrètement planté ce poil de nez sur le ministre pour déclencher l'irritation de la princesse. Soudainement, Maria a été choquée de rencontrer son frère sur le champ de bataille, alors elle a décidé de se retirer. Maria avait perdu son esprit combatif, alors maintenant la princesse se lèverait pour arrêter le peuple de son pays. Mais dès qu'elle est sortie pour les arrêter, le frère de la princesse est également apparu et a dit qu'elle ne devrait pas faire obstacle car cette guerre était inévitable. La princesse a également perdu son esprit, forçant le groupe à se retirer à nouveau. Lane a maintenant proposé un plan pour s'occuper du cerveau qui a commencé cela, mais dès qu'ils sont entrés dans la bataille, ils ont été entourés et Lane a rencontré son grand frère, alors ils ont dû se retirer à nouveau. Khan a vu que tout le monde avait perdu son esprit, alors il a commencé à crier. Maintenant, tout le monde a commencé à dire des mots de regret comme s'ils allaient mourir, alors Khan voulait qu'ils se taisent et ne disons rien. Ne pas être pessimiste ici, car plus ils étaient lents, plus tôt le plan du côté rebelle réussirait. Ensuite, ils sont allés dans un restaurant pour prendre un repas afin de se préparer pour la bataille, car, après tout, il doit manger pour avoir de la force. Ils ont alors décidé qu'ils devaient arrêter la guerre, et une petite fille, en entendant Khan dire cela, lui a fait promettre qu'il devait l'arrêter.
Khan est ensuite sorti et a vu un chat noir et a pensé que sa malchance avait commencé, mais ici les chats noirs étaient de bons présages et ce qui s'est collé à sa main ensuite était la véritable malchance. Il l'a essuyé sur le sol, mais c'est devenu une double malchance. Selon Lane, il y a des années, il y avait un grand héros qui remportait chaque bataille, mais à cause de la malchance comme celle que Khan venait d'avoir, cette personne est tombée dans le piège de l'ennemi et a perdu 800 soldats. Plus tard, en enquêtant, ce héros a trouvé une solution, mais il n'y a pas cru, et juste après, il a failli être frappé par un pot de fleurs tombant. Il a commencé à y croire et a demandé comment ce héros avait résolu le problème. En particulier, il avait besoin d'eau pour se laver les mains, et la personne versant l'eau devait être une femme pure, et Maria ne remplissait pas cette condition. Une grande perceuse a alors volé directement vers l'endroit de Khan. Il l'a esquivé, mais a ensuite été mordu par une araignée venimeuse dans le dos. Il a été mordu et est tombé inconscient. Pendant ce temps, Eric avait appelé l'organisation et lorsqu'il a reçu l'ordre de se tenir près de leur part, Eric a perdu confiance en l'organisation et a décidé de quitter ce camp. Soudain, Cheveux Vert est revenu blessé. Il venait d'être vaincu par les nouveaux robots de l'organisation. Bien qu'il en ait détruit quelques-uns, il était aussi grièvement blessé et était sur le point de mourir. Mais soudain, Cheveux Rouge est revenu et a lancé un sort de guérison pour le soigner complètement. Tout le monde demandait où Cheveux Roux avait été jusqu'à maintenant, et il mentit en disant qu'il était allé boire un verre, mais Cheveux Jaunes savait qu'il était simplement allé négocier la pension alimentaire avec son ex-femme parce que son ex-femme était une camarade de classe de Cheveux Jaunes, donc elle savait. Cheveux Roux se demandait comment Cheveux Jaunes connaissait sa femme, alors que sa femme étudiait dans une école de filles. La chevelure blonde a maintenant avoué qu'elle était une fille, mais tout le monde le savait déjà. C'est juste que chevelure blonde essayait de le cacher, donc ils n'ont pas eu le cœur de la démasquer. Seul Eric ne le savait pas avant et a été choqué car il avait trompé sa fiancée en se rapprochant d'une autre fille. Khan vient de se réveiller après avoir été désintoxiqué par Alma, mais sa malchance était toujours présente, il devait donc participer au rituel que tout le monde avait préparé pour lui. Plus précisément, il serait plongé dans ce grand tonneau d'eau par la princesse. Après cela, Lane allume un feu et Khan devra pousser le pot pour éteindre le feu, mais Alma voit que le temps presse, alors elle tire pour briser le pot afin d'aider Khan, qui ne sait pas cela et pense juste qu'il l'a fait lui-même. Khan demande alors à Alma pourquoi elle ne contrôle pas la ville volante pendant que le loup participe à la bataille, mais elle est impuissante car la technologie ici est trop pauvre pour contrôler toute la ville. Khan lui donne des écouteurs et un téléphone pour qu'elle puisse les combiner avec l'arme sacrée. Qui sait si cela sera utile ? L'armée du roi et les forces du ministre se sont maintenant rencontrées et se préparent à engager le combat, tandis que le groupe de Khan court frénétiquement pour intervenir. Mais Khan est un peu épuisé et ne peut plus courir. Soudain, le groupe est bloqué par des guerriers artificiels de l'organisation rebelle. Le commandant de ce groupe apparaît et Khan ne comprend pas pourquoi l'autre côté ressemble à des zombies. Il raconte comment son organisation sait que ce sont des guerriers sans émotion et de sang-froid, mais Khan ne prête pas beaucoup d'attention et demande seulement pourquoi il continue de rire avant de parler. Mais il continue de rire, puis ordonne aux soldats d'être sérieux à nouveau. Khan et tout le groupe deviennent également sérieux pour se préparer à la bataille. Lane charge en avant tandis que Maria et la princesse tirent depuis l'arrière. Le niveau de destruction des trois fait que Khan a l'impression qu'il n'a pas besoin de rejoindre le combat et de se fatiguer. Mais après un certain temps de combat, Khan se rend compte que l'ennemi ne veut pas détruire tout le groupe, juste les retenir jusqu'à ce que la vraie guerre éclate. Mais l'ennemi est toujours nombreux à bloquer et appelle bientôt des renforts. Le groupe de Khan est repoussé, mais à ce moment-là, le groupe d'Eric vient à l'appui. Le groupe a décidé de se séparer de l'organisation et d'opérer de manière indépendante. Ils coordonnent et éliminent avec succès tous les guerriers artificiels et le commandant. Eric rencontre ensuite Khan et les deux parties continueront à se tenir sur la même ligne de bataille jusqu'à la fin de la guerre. Khan accepte et devine à plusieurs reprises les mots d'Eric, ce qui rend Eric un peu frustré. Ils montent ensuite dans la voiture et se dirigent directement vers le champ de bataille. Sur le champ de bataille à ce moment, les soldats des deux côtés ont commencé à charger et à se battre, mais soudain, Khan se lève pour annoncer et demander l'arrêt du combat, car lui et ceux qui sont ici sont tous des guerriers choisis par l'ancienne tribu. Personne ne le croit, alors la princesse abat quelques tanks pour démontrer. Mais le ministre n'est pas assez convaincu, alors Khan demande à Alma d'agir. Alma contrôle ensuite toute la ville dans le ciel pour survoler les têtes des soldats des deux camps. Tout le monde croit maintenant que le groupe de Khan est composé des gens de l'ancienne tribu et sont des dieux, alors ils se retournent et s'enfuient parce qu'ils savent que combattre contre des dieux entraînera la mort. Le ministre, abandonné par les soldats, est extrêmement frustré. Les forces du roi ont également l'intention de progresser,
mais elles se retournent aussi et s'enfuient. Le plan initial est terminé et maintenant le camp d'Eric prévoit d'enlever le roi et le ministre et de forcer les deux à signer un traité de paix. L'organisation rebelle apprend maintenant que la bataille a échoué et qu'Eric a trahi, mais ils ne sont pas découragés car ils activent maintenant l'arme secrète de l'organisation qui est d'invoquer le boss final du film. C'est un démon, mais seulement la partie supérieure, car la partie inférieure est un monstre en peluche doux, mais très grand. Khan appelle Alma à l'aide, mais elle est aussi impuissante dans ce cas. Khan pense que faire quoi que ce soit maintenant est inutile, car ils ne sont pas différents des poux par rapport à ce monstre. Mais Eric et tout le monde chargent toujours en avant, donc Khan leur dit de viser ses pieds. Les 5 super-héros de l'autre côté et le groupe de la princesse se lancent alors en avant et crient leurs mouvements à haute voix. Pour faire quoi? Bien sûr, pour avoir l'air cool, quoi d'autre? Khan ne comprend pas pourquoi tout le monde aime être si flashy, juste pour que cela soit presque inefficace car le monstre ne subit aucun dégât. Le monstre commence à les remarquer et se tourne pour écraser tout le groupe. Manquant son coup, il crache ensuite de la salive pour qu'elle coule en un ruisseau, mais Khan sait maintenant ce qu'il doit faire. Il transforme son arme en haut-parleur et appelle le monstre. Il lui demande ce qu'il fait, juste répéter un mot qui est son nom. Ne sait-il pas parler ou quoi? Son corps est-il gros, mais son cerveau est-il aussi petit qu'un raisin ou quoi? Laisse-t-il simplement les rebelles là-bas lui donner des ordres comme un animal? Si c'est déjà fort, alors levez-vous et faites ce qu'il veut faire. Il l'interrompt continuellement et le fait s'excuser. Il lui a demandé ce qu'il devait faire pour se faire pardonner, puis il l'a ensuite apprivoisé et a commencé à le mener pour exécuter son propre plan. Alma apparaît et elle révèle que Khan a un indice d'adaptation magique très élevé. Elle s'attendait à ce qu'il devienne un guerrier quand il est venu ici, mais il a résolu la plupart des problèmes juste avec ses propres mots. La princesse sait bien qu'Alma est également surprise par les capacités de Khan. Khan va ensuite capturer la voiture du ministre et celle du roi et les ramène au groupe, établissant ainsi rapidement le traité de paix. Pendant ce temps, les cerveaux des rebelles commencent à fuir.